Salut, c'est la Diane du montage, encore une fois, hein, et en big pyjama cette fois. C'était juste pour vous préciser qu'en fait, à la base, on avait fait cette interview dans le cadre de la campagne de dons de OST qui a été lancée bientôt. Donc, je vous laisse avec le clip et juste après, il y a l'interview normalement. Voilà, Kiss la team, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. L'organisation de solidarité trans a grandi, beaucoup grandi. Depuis notre création, nous avons été de toutes les luttes. De la réforme des retraites à la loi Darmanin, en passant par l'organisation de l'existence inter et de Tidor partout en France, à la lutte pour la Palestine ou pour Georges Abdallah, jusqu'à la riposte trans en mai. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une impasse que nous ne pouvons pas affronter seuls. Nous avons besoin d'argent. Nous avons commencé, nous n'étions que 3. Nous sommes maintenant présents dans une douzaine de villes, dans 12 sections. Nos militants se mettent en mouvement pour participer à construire la solidarité là où elle manque et pour mener le combat contre les offensives qui s'en prennent à notre égard et à celle de notre classe. C'est ce pourquoi nous existons, l'autosupport, la mise en commun de matériel de soins, l'entraide administrative, les temps de sociabilité, la réduction des risques, la formation et la lutte pour mener le combat face à ceux qui nous attaquent et pour pouvoir améliorer nos conditions d'existence. Nous avons besoin de 50 000 €. Cette somme servira à poursuivre nos activités d'autosupport, amener de l'aide concrète aux personnes trans partout en France et garantir le bon fonctionnement de notre organisation. Nous espérons la voir grandir encore tout en nous assurant du suivi et de la formation de celles et ceux qui continueront à rejoindre l'OST. Plus encore, cet argent nous permettra de mener des luttes qui s'annoncent nombreuses et terribles dans les années à venir, tout en continuant à soutenir chacun et chacune. La loi contre les mineurs trans des Républicains n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend. L'administration Trump mène depuis son accès au pouvoir une véritable guerre contre nos existences mêmes et en inspire plus d'un ici en France. Nous en appelons à votre solidarité. Nous sommes de toutes les luttes, aidez-nous à poursuivre la nôtre. Merci d'avance pour vos dons et soyez assurés que nous en ferons bon usage. C'est la lutte finale. Salut la team. Comment ça va tout le monde? Tu chantes très faux. Oui, je sais. Ou alors c'était moi. Non, mais c'était horrible. On est là pour un stream spécial, voilà. On va parler de l'OST, de l'Organisation de Solidarité Trans, dont je vous rabats les oreilles déjà à longueur de temps. Donc on va vous parler d'un peu de l'organisation, qu'est-ce que c'est que l'OST, comment est-ce que ça s'organise, à quoi ça sert, qui c'est ces gens-là et tout, parce que vous venez tout le temps me voir dans le chat, vous êtes tous en mode « Oh là là, j'aimerais bien pouvoir lutter, moi, pour les droits des trans, mais je sais pas comment m'y prendre, et en fait, en plus, ça fait 5 ans que j'essaye d'avoir des hormones et j'y arrive pas. » Bon. On va parler de tout ça aujourd'hui, on va régler tous ces problèmes. On va régler tous vos problèmes, d'accord? Le parti va résoudre l'argent, la tous réussite, vos problèmes. Le retour de l'être aimé. Oui. Normalement, vous allez tout avoir. Donc déjà, je te laisse peut-être te présenter. Ouais. Donc, je reçois Artemis aujourd'hui. Ouais, bah écoute, moi du coup, je suis à l'Organisation de Solidarité Trans, section de Grenoble, la meilleure ville. L'OST, grosso modo, je peux peut-être présenter l'OST pour commencer. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Par contre, ça a été créé en 2021, si je ne m'abuse, mais peut-être des gens vont me corriger dans le chat si jamais je me plante. Ça a été fondé à Tours à la base, donc c'est resté une association Tourangelle pendant Tourangelle. On dit Tourangelle. Hein. Ouais. Waouh. Tourangeau, les Tourangeaux, et quand c'est des meufs trans, c'est des Tourangelles. En 2023, l'OST est devenu du coup une association nationale, avec du coup plusieurs sections, et actuellement on en compte, je crois, 12 ou 11, je sais plus. Enfin, on est tellement une C'est orga. toi la patronne, hein, désolé, moi j'ai pas les chiffres. On est tellement une orga massive que c'est très bah dur oui. de se rappeler du nombre de sections. En fait, on est présente. Je dirais qu'on est dans les murs, dans les campagnes, dans les. On est partout. On est en chacun de nous. Finalement. On est dans les cœurs. Du coup, ça s'organise de façon régionale autour des villes. Ouais, bah donc, du coup, au sein des villes, ouais. Donc en fait, vous par exemple, si vous voulez rentrer en contact avec l'Organisation de Solidarité Trans, regardez s'il y en a s'il y a une section dans votre ville déjà pour commencer, s'il n'y en a pas créé là. C'est l'étape d'après. C'est ça, il est possible de rentrer en contact du coup avec l'Organisation de Solidarité Trans nationale, du coup le Insta @orgasolitrans, pour potentiellement créer une section dans sa ville s'il y en a pas. C'est pas tellement possible de directement faire partie de l'OST national sans appartenir à une section, mais s'il y a un projet de création de section dans une ville ou qu'il y a quelque chose à faire, on peut en discuter, donc n'hésitez pas à contacter l'Organisation de Solidarité Trans nationale sur l'Insta. Pour voir s'il y a possibilité de création de section. Bah, nous, techniquement, c'est un peu ce qui s'est passé, en fait. La section de Grenoble, elle est très récente, elle date de l'année dernière. Ouais, bah elle est aussi récente que... Enfin, elle est
pas plus récente, pas bien plus récente que l'OST elle-même, on est quand même Oui. une orga assez jeune. L'orga est assez jeune, Mais oui, la section de Grenoble, du coup, ça a été une des dernières créées. Donc dans la foulée, la section de Lyon a été créée. La dernière en date, je crois que c'est la section de Saint-Denis. On va sans doute me corriger. Peut-être. Je Mais sais voilà, RPZ le 93. Il n'y a pas de section parisienne à proprement parler parce que ça, c'est un truc important à l'organisation de Solidarité Trans, c'est qu'on crée une section quand il y a vraiment un besoin local en fait d'autosupport, un besoin local d'entraide et que en gros, il n'y a pas déjà une association qui a suffisamment de marge, qui a suffisamment de poids. Alors, on va déjà faire un point vocabulaire. Quelqu'un dans le Ouais. chat nous dit que c'est pas forcément très clair pour tout le monde entre section, délégation, groupe local, antenne, blablabla, blablabla. Donc nous, on s'organise en section locale. Genre, du coup, ce serait bien que tu réexpliques un peu ça et que tu expliques aussi ce que tu entends par autosupport parce que je suis pas certaine que ça soit très clair pour tout le monde. Bien sûr. Les sections, simplement, c'est les unités locales du coup de l'OST. Donc voilà, il y en a 12. On a Grenoble, on a Lyon, on a Reims, on a Lille, on a Nîmes, on a Tours, on a Saint-Denis, du coup, Strasbourg, Grenoble, évidemment. En fait, l'idée, c'est que les sections font vraiment le travail de terrain. L'échelon national, ça va être plus pour en fait donner une unité, une cohérence et avoir du coup une stratégie commune dans les luttes trans et dans la façon dont on pratique l'autosupport. C'est aussi un échelon national qui permet de mutualiser les ressources en fait, parce que la création de l'OST à la base se fait vraiment dans un contexte où on a une analyse de l'état de l'associatif trans qui est la suivante. Dans chaque petite ville, et ça depuis des années, dans chaque ville en fait il y a une asso, une grosse asso qui est la plus connue, qui tourne autour d'un noyau de 2 ou 3 personnes. Généralement, ouais. Ces personnes gèrent l'asso à elles toutes seules pendant 10-15 ans et après lâchent le truc parce qu'elles sont en burn-out et il n'y a pas de relais. Et Ça, c'est le cas dans plein de villes et surtout, c'est des assos qui sont exclusivement orientés autour du care aussi. alors il y a aussi ça, c'est que du coup il y a aussi l'analyse que c'est... Alors ça dépend des villes. Il y a aussi des collectifs trans qui ont toujours existé, qui ont toujours été politisés, mais l'idée c'est que du coup il n'y a pas vraiment d'unité politique pour porter des luttes... pour porter des luttes à l'échelon national pour les personnes trans, et en général les assos et les collectifs qui le font sont quand même des assos et des lobbies très institutionnels. Ça manquait d'une organisation un peu révolutionnaire, quoi. Oui, bah en fait, c'est ça, une organisation du coup qui est capable de jouer sur les liens de terrain et de tisser vraiment des liens militants. L'OST, ça a été créé par quand même deux populations militantes différentes qui se sont rencontrées, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient de l'autosupport, je vais expliquer ce que c'est après, mais Ouais. qui venaient du soin communautaire trans, qui venaient du care trans, et il y a des gens qui venaient des syndicats et des partis politiques. Et l'idée, c'est vraiment de faire en fait une synthèse des deux et d'avoir une association qui est nationale, qui est implantée localement, qui aide concrètement les personnes trans au quotidien, comme le font les assos locales depuis toujours. C'est ça, y compris des assos nationales, genre on peut penser à France Genre ou à Oui, c'est ça. plein d'assos comme ça. Donc en fait, il y a cette jambe-là quand même à l'OST, où ça reste une asso de care, ça reste une asso où on prend soin les unes des autres, et c'est aussi du coup une asso politique, qui s'organise un peu plus comme un syndicat ou comme un parti, quoi. C'est ça, alors politique, pas politicienne. C'est-à-dire Oui. qu'on a une autonomie vis-à-vis des... Je cherche pas à se faire élire. Déjà non, mais même en tant que même sans ça, en fait, on a une autonomie vis-à-vis des autres syndicats et des partis politiques surtout, en particulier. En fait, on a vraiment cette autonomie politique parce qu'on estime que les trans doivent s'organiser politiquement, mais doivent s'organiser politiquement pour penser leurs propres enjeux, sans en fait se référer à une grille idéologique particulière. En fait, on n'a pas vocation à être une officine partisane d'un parti politique en ça. particulier. Après, il y a quand même une culture politique à l'OST. Bien sûr. Il y a même des cultures politiques, il y a des gens de cultures politiques très différentes. Ouais, en ouais. fait, tu vas retrouver Je veux des dire, gens... c'est pas n'importe quel trans qui dit oui, je vais participer à ce truc-là, et finalement, c'est une personne qui est genre pro-sioniste, et du coup, tu vas pas forcément réussir à militer avec, tu vois. Genre en mode, il y a quand même une ligne politique au sein de l'OST. Elle est pas forcément tranchée ou définitive surtout, parce que du coup, c'est une organisation, on a quand même une démocratie interne, et du coup, c'est des lignes qui sont appelées à évoluer dans le débat et tout. En tout cas, oui, après, sur le soutien à la Palestine, nos positions quand même sont suffisamment affichées, je pense, que pour que ça annonce la couleur et que n'importe qui ne veuille pas... Ça, c'est quand même la bonne grosse gauche, quoi, il faut le dire. Ouais, après, il y a une gauche sioniste. Hein. Oui, je sais qu'il y a une gauche sioniste, mais est-ce que c'est encore vraiment la gauche? Ouais. C'est quoi la différence, par exemple, on va dire, entre l'autosupport et ce que peuvent faire d'autres assos trans, par exemple? Tu peux éclaircir un peu
le chat sur ça. Ouais, alors l'autosupport, c'est pas que nous qui en faisons. L'idée d'autosupport, c'est que c'est un terme qui est différent de celui d'entraide. Parce que du coup, dans la notion d'aide, il y a vraiment la notion d'immédiateté. Il y a la notion aussi de quelqu'un qui est aidé, donc un individu qui est aidé et un autre individu qui va l'aider. Donc il y a un côté, ça fait un peu branlette intellectuelle, hein, dit comme ça. Mais c'est important en fait. Oui, pourquoi autosupport? Parce que qui est-ce qui s'auto-supporte? C'est la communauté trans. C'est ça. Donc il y a vraiment un enjeu du coup, l'autosupport, c'est une notion collective. Avec cette idée qu'en s'entraidant les unes les autres, on crée de la solidarité entre nous, d'où le nom, l'Organisation de Solidarité Trans, et que cette solidarité est en fait la base pour un projet politique de porter un changement social et de porter la défense des droits et des vies trans. Parce que, genre, moi, si je compare par exemple à même certains trucs qui sont expérimentés dans la santé mentale et tous ces trucs-là, tu vois, ça me fait beaucoup penser à tous les concepts de père aidant, où en fait, du coup, genre, on demande à des personnes concernées d'aider des personnes concernées, et du coup, on est tous entre nous, et forcément, on peut avancer dans une meilleure direction comme ça, quoi. Parce que, il y a aussi des assos qui font, font des espaces de convivialité pour les personnes trans, où c'est pratique et tout, mais c'est bien aussi d'avoir un espace dans lequel, en fait, tu peux te retrouver avec plein d'autres personnes qui ont le même vécu que toi, et partager autour de ça. Et pas forcément que dans la convivialité, mais aussi plus généralement dans le combat politique, aussi dans défendre nos droits. Moi, je fais partie des gens qui croient vraiment à la convivialité comme un truc essentiel et premier dans la lutte politique. Hein. Et le truc après, c'est que l'échelon national, justement, tu vois, il va permettre d'avoir une stratégie politique qui va être efficace et une stratégie de terrain qui va être efficace. Parce que même pour aider les gens, c'est plus efficace d'avoir un échelon national qui permet de mutualiser les connaissances. Simplement parce que les lois qui ont très concrètement un impact sur nos vies, en fait, les lobbies qui s'organisent, les lobbies anti-trans, les forces réactionnaires qui ont concrètement un impact sur nos vies, elles sont organisées nationalement. C'est ça. Donc si nous, on l'est pas en face, en fait, on joue pas avec le même jeu de cartes et le nôtre est un peu claqué au sol. Et donc moi, je me souviens qu'en fait, quand on avait discuté et tout de l'OST, même à sa création, etc., il y avait vraiment cette notion, moi qui m'avait beaucoup parlé, où en fait, tu nous expliquais que l'autosupport, donc ce dont on vous parle depuis tout à l'heure, le fait de s'occuper de nous entre nous, c'est quelque chose qui est quand même quelque chose qui reste à court terme dans le sens où en fait c'est l'aide dont on a besoin là maintenant pour nous survivre, pour pouvoir continuer à avancer. Mais la lutte politique, on peut aussi la voir comme une forme de care sur le long terme. Parce que c'est bien de faire du damage control, mais enfin ce serait quand même bien d'arrêter de prendre des dommages à la base. Donc en fait, c'est deux luttes qui s'articulent en fait en cohérence. Et à l'OST, il y a c'est un peu cette notion de si tu fais l'un sans aller avec l'autre, ou si tu fais l'autre sans aller avec l'un, c'est pas fonctionnel en fait, ça ne peut pas marcher. Parce que si tu fais que de la lutte politique et que tu t'occupes pas des personnes trans qui sont des personnes précarisées, qui sont des personnes en souffrance, qui sont des personnes qui galèrent en fait dans la société à cause de la transphobie ambiante. Ce sont des travailleuses et des travailleurs privés d'emploi. Ouais. Ça, on peut y venir après. Hein. On prend en compte vraiment la question de la classe et ça, c'est aussi quelque chose que l'OST a apporté dans le. C'est pas pour sucer l'OST. On a le droit de sucer l'OST, on est là pour ça. Hein. On est là pour ça ce soir. Mais en fait, ouais, t'as très bien défini le truc et tu maîtrises bien le truc. Bon après moi genre je sais pas, j'ai suivi les formations politiques, je participe à des AG etc. les gens, mais j'ai pas moi typiquement je suis dans cette catégorie de trans handicapés qui ne peut pas militer autant qu'elle le voudrait concrètement, et qui du coup je me suis aussi mis à militer sur internet parce que pour moi c'est plus accessible, j'ai pas besoin de sortir de chez moi, je peux parler à un grand nombre et tout, et surtout que ça c'est un truc avec Artemis, d'où du coup quand on a commencé à militer l'OST n'existait pas encore et on avait déjà en fait beaucoup de discussions autour de ça, de comment est-ce qu'on mutualise les ressources, comment est-ce qu'on essaye d'aller à l'échelle nationale, etc. Et ça fait partie des questionnements. Nous en tout cas on s'est toujours posé des questions par rapport à ça. Effectivement, il y a d'autres membres, oui, j'ai dit qu'on était 3, mais on parle vraiment de la coordination de la section. Hein, on est 32 ou 33 dans la section, je crois. Grosse section Grenoble, ouais. Ouais, on va dire 33, l'âge du Christ, voilà. Donc du coup, sur le volet de la lutte politique, concrètement, comment ça s'organise? C'est-à-dire que c'est quoi les actions concrètes qui sont menées par l'OST? Même potentiellement nous parler des plus belles actions, les trucs qu'on a fait dont on est un peu fiers aussi, je pense que ça peut être le bon moment. Au niveau national ou au niveau... national déjà, et puis après on peut parler de notre section à nous. Au niveau national, en fait, c'est vraiment... Il y a un gros travail, parce que ça c'est le problème de la gauche. Heureusement, la droite a le même problème, de plus en plus même, mais le gros problème de la gauche, c'est vraiment le travail unitaire. Donc vraiment la capacité à faire alliance, à faire front commun, à serrer les rangs autour d'un enjeu, même si en fait on est dans une orga politique dont la spécialisation c'est pas spécifiquement cette lutte-là, d'avoir cette capacité à se mobiliser sur un truc qui est pas notre lutte de spécialisation, mais parce qu'en fait on a conscience de l'enjeu commun. Et nous, une grosse partie de notre travail politique, c'est faire du lien avec et entre
les orgas politiques, les syndicats, les autres associations, les associations trans en particulier, parce que on constate qu'il y a quand même, on va pas se mentir, il y a quand même une fracture que nous on trouve vraiment dommageable entre d'un côté du coup les milieux syndicaux, vraiment la CGT Solidaire, c'est pas... Il y a quelqu'un qui a demandé si vous étiez proche de Solidaire justement dans le chat aussi. On est proche de un peu tout le monde. Ouais. Parce que je vois pas du coup si je comprends bien en fait. De beaucoup de syndicats. Une de vos façons du coup de faire vraiment de la politique, à proprement parler, c'est d'essayer de mobiliser donc des forces militantes qui sont déjà là, qui existent déjà. Le déjà là militant. Le déjà là militant. Exactement. Et d'essayer de les mettre, de faire en sorte qu'ils puissent aussi défendre du coup derrière nos intérêts à nous en tant que minorité du coup trans. Et en fait du coup derrière de pouvoir faire un mot que convergence des luttes quoi finalement un peu. Ouais, le truc dont on parle, le truc dont tout le monde parle. Finalement. Le truc dont tout le monde parle pour en allant dans des directions différentes. Pour ne surtout pas la faire. Non mais en fait le gros point qui fâche, c'est vraiment le gros truc pour mettre un peu les pieds dans le plat là je vais peut-être aussi commencer je précise aussi que il y a des opinions personnelles dans ce que je vais dire moi, donc faut pas me prendre non plus pour la représentation absolue. Il n'y a pas de chef à l'OST et il n'y a pas vraiment de porte-parole ni vraiment de personnes qui il y a des porte-paroles. En fait, c'est des mandats. Oui, voilà. Il y a des mandats nationaux. Il n'y a pas une personne qui incarne l'OST, c'est ça que je veux dire. Enfin, non, on n'est pas une organisation royaliste. A priori, c'est des mandats. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des organisations pas royalistes où il y a une personne, dès qu'elle parle, c'est ça la ligne du parti, tu vois. Parce qu'on parlait de Mélenchon tout à l'heure, c'est... Je dis pas spécialement ça par rapport à Mélenchon, mais ça s'applique. Ça marche très bien chez Macron aussi, après. Et chez les Le Pen, et chez un peu tout le monde. On fait souvent ce reproche-là à Mélenchon de « Ah, c'est un peu trop vertical ». Et pourquoi on dit pas jamais ça genre du PS ou de je sais pas du PCF en fait c'est vraiment un reproche qu'on fait que à Mélenchon alors que je suis désolé c'est un reproche qu'on fait qu'à la gauche. C'est vrai pour tout le monde, oui, alors que en fait la droite se permet d'être des enfoirés autoritaristes parce que ne prétendent pas être autre chose. Mais c'est ça, en fait, c'est en mode, oui, nous on n'est pas hypocrite, du coup on a le droit d'y aller à fond. Enfin bref, c'est pas le sujet. Les syndicats. Alors là, je lis dans le chat que les syndicats, une des impressions que j'ai de l'OST, c'est que c'est une asso pour rappeler à des manifs via une méthode différente des syndicats qui correspondent à des métiers corpaux et des partis qui sont souvent pyramidaux. Pas vraiment, parce que là, ce serait prétendre réformer la politique. On n'a pas tellement cette prétention-là. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est essayer de mobiliser le mouvement social autour de nos enjeux. Et ça se fait en recentrant en fait aussi les questions trans dans le cadre de lecture de la classe, en fait. Organisation anticapitaliste. On est une organisation antiraciste, décoloniale, et en fait, on ne peut pas séparer mais ça, t'as envie d'y venir, hein, je le sais. On ne peut pas séparer. On va le dire ensemble après. T'inquiète pas. Mais tu me préviens avant. Non, mais en fait, on ne peut pas séparer les enjeux, la transphobie et la lutte contre le fascisme, la lutte contre le capitalisme. En fait, on ne peut pas séparer simplement la transphobie de l'exploitation capitaliste. Du marxisme. De la répartition du travail. Il n'y a pas que des marxistes après à l'OST, mais en tout cas, il n'y a pratiquement que des matérialistes. On est vraiment sur cette notion de, voilà, il y a une division du travail qui est aussi une division sexuée. Les personnes trans font partie de cette division du travail. La plupart des personnes trans sont des travailleuses et des travailleurs. On va être dans des trucs un peu moins abstraits. Je veux dire, par exemple, il suffit de voir, si vous vous posez la question de la division du travail chez les personnes trans, constatez en fait le nombre de travailleuses du sexe qui sont trans. Et en fait, constatez, genre, d'où ça vient, pourquoi c'est le cas en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait précariser les trans et leur faire autre chose que du travail du sexe en vérité. C'est juste que c'est structuré, c'est fait de façon à ce que, au final, la précarisation que tu as en tant que trans, le seul truc que tu peux valoriser concrètement à ce moment-là, c'est ton corps, ta sexualité, etc. Et on peut rentrer dans des détails. Mais quand on vous parle de séparation sexuelle du travail, ça repart partout. Je veux dire, le simple fait qu'on parle de femmes de ménage et de sage-femme, ça devrait déjà être un révélateur de ça. Mais du coup, ça s'applique aussi aux trans. Au sein des femmes, il y a aussi d'autres divisions, d'autres spécifications, ce genre de trucs, quoi. C'est exactement ça, Saklo Shinigami. On est complètement noyauté par lutte ouvrière. T'as dit les travailleurs et les travailleuses, j'ai pensé aux guignols. C'est vraiment ça. Je suis littéralement Arlette Laguier. Putain, heureusement que t'es pas Arlette Laguier. Putain, sinon on serait pas copine. Bah non, attends. On va pas avoir ce débat. Non mais attends, Arlette, elle est en mode il faut pas avoir d'enfants. Je suis désolé, moi. Et puis Arlette, elle serait venue me voir et elle m'aurait dit qu'en fait, je suis une petite bourgeoise. Et que ma façon de militer correspond à une façon de militer petite bourgeoise. Et d'ailleurs, je m'habille trop bien. Et du coup, j'ai trop de style. Et que ça, c'est aussi une habitude de petit bourgeois, tu vois. Donc en fait, non, nique un peu. C'est vrai, moi, c'est pour ça que je suis dégueulasse. Là, j'ai mis un t-shirt n'importe lequel. En fait, c'est voilà, le côté prolo. En fait, j'ai chopé vraiment un t-shirt qui traînait dans la rue. Comme ça, j'ai fait, allez. Parce que moi, mon objectif, je l'ai déjà dit ça à la section, c'est de devenir la bimbo qui fait la pub de l'OST. Hein.
que moi, je veux vraiment que sur les plateaux télé, on puisse dire oui, du coup, en fait, ça, c'est une bimbo qui a été là. Je veux être cette meuf, hein, vraiment, c'est l'objectif final. Mais ouais, voilà, en fait, vraiment, nous, sur la question des syndicats, il y a un truc qu'il faut aussi avoir conscience que la plupart des assos trans, du militantisme trans, en tout cas, une majorité, en tout cas, c'est sans animosité que je le dis, hein, c'est simplement un peu aussi une analyse de la situation politique. Des assos comme Accept ST, par exemple, ont une ligne extrêmement anti-syndicale. Ouais. Pour des raisons qui peuvent se comprendre, même si je les partage pas, qui sont en fait la position des syndicats de lutte sur le travail du sexe, par exemple, qui est catastrophique. Ouais. Ce que je peux tout à fait entendre. Hein. Qui est, en gros, pour les gens qui n'ont pas forcément la méta du truc, la position de, notamment la CGT, Solidaire, alors là on parle vraiment de la fédération. Alors que si les TDS pouvaient se syndiquer, putain. Effectivement, du coup c'est plus, du coup il y a plus une fracture, oui il y a le STRAS, mais du coup il y a plus une fracture entre du coup des syndiqués comme le STRAS, les milieux comme Accept ST, beaucoup d'assos trans, la plupart des assos trans, et la plupart des syndicats de lutte qui sont en fait des syndicats de masse, qui sont des syndicats qui quand même mènent la lutte politique sur les questions de droit du travail, ont un rapport de force en fait avec les capitalistes vraiment sur le terrain. Il y a une fracture sur ce domaine-là parce que vraiment sur le travail du sexe ils sont teubés. Ouais. Ils sont teubés et c'est au détriment d'une bonne partie de leur base militante parce que dans les syndicats, il y a énormément de gens qui trouvent que les positions fédérales, les positions des instances nationales des syndicats sont catastrophiques sur le travail du sexe. Au travail de sexe slash prostitution. Quelqu'un qui demande c'est quoi la position de Sud sur les TDS? En fait, c'est peu ou prou la même que la CGT. En fait, il y a vraiment c'est des positions qui se trouvent dans des communiqués intersyndicaux. Mais de toute façon, genre moi la team, si vous me suivez sur Trouble Antacide et tout, vous avez déjà dû voir que je réagis souvent genre à des articles de l'UMA ou à des articles de Libé qui sont hyper abolos. Hein. Genre faut vraiment pas croire que genre à gauche c'est un combat qui est parfaitement gagné, que tous les gens sont basés sur les TDS et que c'est pas un problème. Hein. Genre c'est juste que vous traînez dans des lores sur Twitch où du coup tout le monde a un discours à peu près cohérent là-dessus, tu vois. Mais il y a des sujets comme ça, faut pas être d'élu. Typiquement les TDS, c'est pas gagné quoi. Il y a vraiment un combat à mener encore sur ça autour de ces questions-là. Vraiment, en fait c'est très dur de les faire sortir du. Alors après ça évolue, hein, il y a de la formation et nous c'est un de nos objectifs justement à l'OST de faire de la formation aux enjeux trans pour faire comprendre en quoi justement le travail du sexe il est vraiment lié à la répartition de. Enfin en fait il est lié à la lutte des travailleurs mais pas au sens où c'est un métier auquel il faudrait particulièrement s'en prendre parce que c'est de la traite à chaque fois. En fait, il y a vraiment un peu une essentialisation et un moralisme. En fait. Il y a ce truc de les meufs prostituées sont forcément des victimes d'un système qui serait le système prostitutionnel. En fait, c'est surtout que c'est un cadre qui est très moral et en fait, c'est assez étrange pour des marxistes, pour des matérialistes, enfin pour des gens qui prétendent être dans une vision de classe. Oh quoi, c'est assez étrange d'avoir des communistes qui sont sur la morale et qui veulent que l'individu soit le plus moral possible. Ça me donne pas tant que ça non plus en vrai. Hein, Après, il y a plein de communistes. Il y a plein de communistes qui sont basés là-dessus. Il parlait des jeunesses communistes et tout à l'heure, et on parlait de quelqu'un qui a demandé si on avait vécu de la transphobie et tout dans les milieux de gauche et tout ou quoi que ce soit. Juste avant le stream, justement, on parlait de Marché qui avait dit que le parti devait être sain parce qu'il n'y avait pas d'homosexuels dedans et qu'il fallait que les malades mentaux restent en dehors du parti, quoi, concrètement. Enfin, les gens, c'était il y a pas longtemps, hein. C'était il y a vraiment pas longtemps. Non, il y a vraiment pas longtemps. Une génération politique, Mais ne serait-ce que l'année dernière, ne serait-ce qu'en fin de l'année dernière, l'intersyndical parlait encore en octobre de l'année dernière, métier de travail honorable, je crois. Je suis pas sûr du terme. Parce qu'en fait, pas sûr du terme. C'est là que ça devient respectable. Emploi un travail respectable. Alors, moi, des marxistes qui parlent de travail respectable. Bien sûr. Je sais pas ce que c'est. En fait, sous le capitalisme, je sais pas ce que c'est qu'un travail respectable. L'aliénation, ça marche comment dans leur tête mais en fait, c'est ce truc-là, c'est qu'il y a vraiment une perspective qui est pas politique et qui a un double standard et où là-dessus, ils perdent sur leur propre gauche, en fait. Nous, la strate qu'on a, et c'est aussi pour ça que il peut y avoir aussi certains conflits avec d'autres assos trans ou des positions qui sont divergentes, c'est que en fait, beaucoup de militantes et de militants trans estime que du coup il faut pas parler avec les syndicats, il faut pas travailler avec les syndicats parce que les syndicats font partie de nos oppresseurs. À l'OST, on a une lecture de se dire non, en fait, c'est des camarades parce que c'est des gens qui font partie de notre classe, ils font partie de notre camp social. Il faut qu'on les ramène. Il faut qu'on les rallie au truc et il faut en fait continuer justement à travailler avec pour faire évoluer ce truc-là parce que en vrai, il y a aussi cette analyse de le principal ennemi des TDS, c'est pas la CGT. Bah non, oui c'est ça en fait. C'est le capitalisme. En fait, c'est pas parce qu'ils sont contre que c'est eux qui sont les plus dangereux, qui sont c'est ça. En fait, c'est une analyse en où est produite où est produite la putophobie. C'est pas un petit problème quoi, parce que quand on parle justement de syndicats, on parle de travail, on parle de travailleurs, on parle de la lutte politique au sein de ça, du travail quoi. Du coup, quand tu parles des luttes trans,
au sein du travail, bah, t'es obligé en fait de parler de travail du sexe, quoi. Parce que justement, c'est ce qu'on vous a dit avant, c'est ce dont on parlait juste avant. Et en fait, c'est pour ça que vous pouvez comprendre que c'est pas un enjeu, c'est pas un petit enjeu, quoi. C'est normal aussi qu'il y ait des trans qui soient en mode genre, bah en fait, allez vous faire foutre, vous êtes des abolos. Genre, nous, on choisit de pas faire ce truc-là. Se comprend, en fait, c'est une réaction qui se comprend, que nous, on associe aussi à de la pureté militante, parce que c'est aussi quand même c'est pas forcément tout le temps une position qui vient de personnes concernées par le TDS, hein, et à l'inverse, il y a énormément de travailleuses du sexe, ou ayant été travailleuses du sexe, dans les sides abolo, prohibo, voilà. Donc oui, après, c'est normal aussi qu'il y ait des ex-TDS traumatisés qui finissent par devenir abolos. Je veux dire, quelle surprise aussi. Enfin, nous, on n'est pas en train de dire que TDS, c'est le meilleur métier du monde, hein, et que c'est facile et que tu peux le faire dans de bonnes conditions. Tout le problème, justement, autour des TDS, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions. Ils n'ont pas de structure, genre comme des syndicats, par exemple. Parce que ce serait quand même vraiment un truc qui serait pratique pour s'organiser, y compris, du coup, face à des studios ou des plateformes ou ce genre de trucs. Et en fait, justement, ça manque c'est des travailleurs qui sont précarisés. Et moi, je trouve qu'en plus de ça, on a vraiment ce truc qui me saoule, où on le sait quand même depuis très longtemps, que les travailleurs précarisés, on a tendance à les trouver vulgaires, sales, immorales, et pas respectables, et c'est précisément ça qu'on nous reproche, en fait. Et je suis en mode, mais justement, c'est contre ça que des syndicalistes devraient lutter. Bah oui, mais après, bon, on fait bouger les lignes, ça prend du temps, ça arrive. C'est une vraie question. Enfin, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. On a dit qu'on faisait pas de tunnel d'une demi-heure sur le matérialisme dialectique, parce qu'on s'est dit... J'allais pas le faire. Hein. Oui, je sais, mais en fait, on fait pas exprès quand on fait ça, donc... J'allais pas le faire. Mais en fait, tu vois, ce qu'on dit là, du coup, sur cette strate aussi, c'est que c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de syndicat des TDS, du coup, il y a le STRAS, effectivement, oui. Il y en a d'autres aussi. En l'occurrence, il y a aussi un truc où on peut pas forcément rejoindre le STRAS, surtout sur les positions politiques, parce que il y a quand même un positionnement, et c'est... Comment dire ? Alors c'est pas du tout pour dire il y a des torts des deux côtés, hein. Je pense que clairement c'est au syndicat de faire un effort, plus, parce qu'en fait simplement d'un côté t'as une population qui est beaucoup plus précarisée, minorisée que l'autre, donc t'en as qui peuvent plus faire des efforts, et nous notre objectif politique c'est d'aller les chercher, les gens qui peuvent faire le boulot, et de leur dire maintenant vous faites le taf, vous bougez le cul, vous êtes un peu responsable et conséquent dans votre marxisme. Oui c'est ça. Et voilà quoi, si vous vous présentez encore marxiste, et l'idée c'est que il y a quand même dans la défense et dans la critique contre les sales abolos de merde, le fait de traiter tout le monde de swerf à longueur de temps, quand t'as un propos sur le TDS qui essaie de remettre en question quand même aussi ce qui est un dogme libéral, en fait c'est là-dessus que s'appuient aussi les syndicalistes un peu bas du front, pour dire que il faut continuer les logiques de prohibition et les logiques de pénalisation du client. C'est de dire que les personnes qui s'opposent à la pénalisation du client le font sur des arguments libéraux. Et ça, alors que non, justement. C'est un peu vrai. Moi non, c'est un peu vrai. Moi non, justement. Précisément parce que, justement, pour moi, quand, par exemple, je prends un petit parallèle. Si tu veux, par exemple, qu'il y ait moins de toxicomanes et si tu veux qu'il y ait plus de deals, est-ce que tu vas punir les consommateurs ? Est-ce que tu penses que ça va permettre de faire en sorte que, genre, tu mettes fin à un système, à une structure, justement, de deal, de machin ? Bah non, en fait, à aucun moment. Et c'est pareil pour la prostitution. C'est pas parce que tu vas pénaliser un client que derrière, t'as le Mac qui va, vraiment, lui, être... Je suis d'accord. En fait, ce que je dis, c'est que les arguments qui sont notamment avancés par le STRAS, on peut avoir aussi un regard critique dessus, dans la mesure où quand ton argument pour défendre le truc, c'est de parler de liberté d'entreprise. Oui, ça, c'est un problème. Et de liberté d'entreprendre, il y a un problème. Parce que, en fait, il faut un argument matérialiste. Et tu vois, tu fais le parallèle avec la drogue, mais en fait, le parallèle, tu peux le faire partout. C'est qu'en fait, la répression, à partir du moment où ton argument, c'est la liberté individuelle, il faut défendre une liberté individuelle face à un système, moi, je peux comprendre que des syndicalistes soient sceptiques face à cet argument-là. Et il y a peut-être aussi un manque de perspective matérialiste dans les luttes qui prétendent défendre les TDS à ce niveau-là, où du coup ça aide pas. Après, moi je continue à trouver ça bizarre quand même, de base à gauche, quand t'es en mode pro-répression, il faut absolument faire de la répression. Mais c'est hors sol. En fait, c'est full hors sol en fait. C'est vraiment un réflexe de droitard, je suis désolé. C'est ça. En fait, ça se cache derrière un truc d'abolitionnisme révolutionnaire. C'est-à-dire que dans l'idéal, dans une société sans classe, sans aliénation, il n'y aurait pas de travail du sexe. Et t'as envie de dire, non mais mettons que vous avez raison, on ne vit pas dans cette société-là. En fait, actuellement, dans le présent, dans le monde réel, en fait, les politiques de pénalisation du client, voilà les effets qu'elles sont. En fait, elles mettent en danger des gens qui sont des travailleurs, des travailleuses. Beaucoup de mouvements aussi qui critiquent les syndicats là-dessus,
tombe aussi quand même dans un travers parfois d'avoir un discours qui est tout aussi débile dans le sens inverse, et de dire le travail du sexe c'est forcément genre t'es auto-entrepreneuse sur OnlyFans, tu gères ton truc et tu te fais ta thune et il y a aucun, tu t'es pas en danger, tout va bien. En fait c'est vraiment un métier comme un autre. En fait c'est pas un métier comme un autre parce que c'est un métier justement clandestin et largement marginalisé, mais ça c'est pas dire que c'est pas un métier respectable. Oui, bah non, mais en fait, c'est juste que ça veut dire respectable. De fait, de facto, à cause des politiques de prohibition, du coup, ça comporte certains risques que d'autres métiers ne comportent pas. Mais en fait, exactement comme tous les métiers qui sont marginalisés. Je veux dire, tu prends les femmes de ménage, elles souffrent des stigmates qui sont assez similaires. Je veux dire, tu prends plein de gens en fait qui sont de France, bah, pas mal de personnes aussi qui sont non blanches en fait. Hein. Il suffit de regarder comment ça se passe dans la tête des gens. C'est assez transparent, je trouve. Ça reste quand même des personnes qui se font exploiter leur corps de façon colère, hein, l'exploitation sexuelle. Je veux dire, évidemment qu'il y a. Enfin, on ne peut pas juste dire être TDS c'est génial, laissez-les tranquilles, en mode genre il faut que. Ça recouvre des réalités très différentes. Bah voilà, c'est ça. En fait, oui, désolé, ça recouvre des réalités qui vont de effectivement une activité entre guillemets à la cool où tu gères ton truc, où t'es ta propre patronne et tout, à de la traite, littéralement. Voilà, c'est ça. En fait, ça couvre tout ce spectre. Ça couvre tout ce spectre, le travail du sexe. C'est ça, c'est ça. Mais donc, du coup, à l'OST, il y a du coup cette question du coup des TDS qui est super importante. Mais il n'y a pas que ça, du coup, parce qu'il y a aussi, du coup, derrière, du coup, avec les syndicats. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres trucs qui posent problème, en fait, genre, vis-à-vis des syndicats? Est-ce que tu rencontres, genre, de la transphobie aussi dans ce moment-là, qui dépasse simplement la question des TDS, où, en fait, on te dit, oui, non, on va pas se mobiliser parce qu'on s'en fout des trans. Genre, est-ce que t'as un peu ça De manière générale, moi, là, je vais être vraiment dans du très perso parce que je ne suis pas la membre de l'OST la plus impliquée dans les syndicats par ailleurs. J'ai pas celle qui a le plus de bouteilles en syndicalisme. Moi, je viens d'autres sphères du militantisme. Je viens du féminisme, de l'antifascisme plutôt, au sens antifascisme de rue. Hein. La bagarre. La bagarre. La bagarre. La bagarre. Moi, je t'ai connu aussi comme étant une meuf de l'UCL. Ah bah désolé, hein. Oui, bah oui aussi. Aussi, mais d'ailleurs l'UCL qui est très syndicaliste, mais enfin, l'expérience moi que j'ai avec les syndicats où j'ai un peu qui est la principale difficulté que je rencontre pour faire du lien avec le mouvement syndical, c'est que il y a un peu une non prise en compte parce qu'il y a un peu un truc de bon, les trans c'est une minorité, pourquoi est-ce qu'on se soucierait de leur truc? Et à l'inverse, il y en a qui veulent faire un effort pour inclure les trans, mais un peu par posture morale de je veux être un bon allié. Je veux être le bon wokiste. Oui, c'est ça, je veux être le bon wokiste, je veux cocher les cases de l'inclusivité et tout. Nous, là-dedans, le but, c'est vraiment d'arriver et en fait de se dire, ok, en fait, être trans, enfin, la plupart des trans sont des travailleurs, des travailleuses. La transphobie, elle est liée à l'exploitation capitaliste. La transphobie, elle est liée à un système, parce que ça, on n'en a toujours pas parlé, mais elle est liée à un système raciste aussi et à des enjeux qui concernent l'idéologie de la suprématie blanche. Sur le coup, t'es en mode, les trans et les noirs, on n'a quand même pas grand chose à voir sur le papier. Ouais. Enfin, il y a quand même des trans noirs, du coup, c'est cool. Oui, voilà, bien sûr. Mais genre, la race et le genre, c'est deux trucs qui s'articulent très différemment quand même. Bah, en apparence. Après, quand tu regardes dans quoi ça s'articule, justement, pourquoi on articule la transphobie et le racisme, parce que il y a quand même une idéologie qui sous-tend ça derrière, et en fait, on le voit dans les avancées des réactionnaires, on le voit dans les prises de position de Macron quand il parle de réarmement démographique. Quand au même moment, du coup, il y a un rétablissement du service militaire, ou en tout cas, on va vers ça, vers le SNU, il y a une militarisation de la jeunesse. Tout ça, c'est de la militarisation. Uniformisation bizarre aussi, hein, ce truc de vouloir remettre en place des uniformes, le choix de certains cours, même le choix de certains sujets d'histoire qui ont été virés des cours et tout. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Brièvement, maladroitement, grossièrement, les transphobes veulent que les femmes restent des femmes et surtout que les femmes blanches restent des femmes blanches pour faire des bébés blancs, et que les hommes restent des hommes pour pouvoir justement assurer et maintenir la situation de domination patriarcale et raciale. Voilà, et c'est là que la transphobie vient en mode les hommes doivent rester des hommes. Et il y a toute une théorie en fait d'extrême droite du concept de féminisation. En fait, je pense qu'on peut parler de la féminisation où en fait, je vous renvoie vraiment vers la dernière vidéo de H qui en parle très très bien de ça. Où en fait, il y a vraiment cette notion de quand tu vas dominer quelqu'un, tu vas le féminiser. En fait, tu vas en faire quelque chose que tu peux pénétrer, quelque chose que tu peux dominer. Et c'est quelque chose qu'on a pu observer, genre, autant chez les esclaves, du coup, que au sein du patriarcat, de ce genre de choses. Et en fait,
Je trouve que ça rejoint aussi un peu même des phrases un peu classiques du féminisme, en mode on ne naît pas femme, on le devient et tout, bah ça veut aussi un peu dire ça en fait. Parce qu'une femme, c'est pas biologiquement, une femme qui a une position de femme dans la société, c'est avant tout une position qui est construite par une domination, et en fait c'est une domination, une exploitation même, qui, quelque part, se rapproche très fortement de ce qu'on peut trouver derrière du coup dans les pensées les plus racistes, parce que justement les racistes, eux, articulent leurs pensées en se disant que les trans sont un danger, parce qu'ils féminisent justement les blancs, alors que eux, de par leur façon de dominer coloniale, ils voudraient plutôt féminiser les noirs et les arabes. Dans le chat, effectivement, tu as aussi du coup la side de backlash de transphobie qui vient pour le coup, qui peut venir pour le coup des personnes noires, des personnes racisées, des personnes colonisées, qui est justement en fait, de reproduire ce truc-là en mode les trans c'est un truc de blanc parce que les trans ça essaie de nous féminiser. Les trans c'est une manière de féminiser les colonisés et du coup c'est un instrument de la suprématie blanche. Donc en fait dans les deux cas t'es perdant. Pas des oppressions qui sont côte à côte l'une à côté de l'autre, c'est vraiment ça fait système. C'est-à-dire que la domination raciale elle s'est bâtie sur la domination entre les sexes. Après oui de la définition du genre femme, de qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Effectivement, moi je te rejoins sur ce que tu dis. Après, il y a des façons de le formuler où tu peux aller full rat de fait, mais dire ce qui définit une femme, c'est socialement, c'est le fait qu'elle soit un objet pénétrable. Tu peux aller full féministe radical en mode Andrea Dworkin. Voilà, moi, pour ça, genre, et j'en ai déjà parlé, quand je parle de l'abolition du genre, j'en ai déjà parlé de ces trucs-là où moi je suis pas pour ça. En mode, moi, si tu définis les femmes comme des victimes, c'est un problème. Si pour toi, femme égale victime, je suis en mode, pourquoi je voudrais devenir une femme en fait? Moi je me pose la même question. Moi je sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en fait mais en fait c'est normal, genre parce que c'est ce qu'on met, tu vois, au bout d'un moment il y a pas à se poser de questions. Moi je suis pas en train d'expliquer pourquoi je suis trans. Je veux dire, est-ce que genre une personne non blanche elle va t'expliquer pourquoi elle est non blanche? C'est pas sa faute a priori, tu vois. Genre pareil, moi je suis trans parce que en fait dans cette société là de fait je suis trans, mais je suis une personne. En fait c'est qu'à l'échelle individuelle la plupart du temps on sait pas et on s'en fout. Oui voilà c'est ça. C'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe c'est les discours et les catégories que tu fais surtout que... dans la population pour pouvoir justement les déshumaniser et les exploiter. Surtout que je pense quand même qu'on a bien compris que maintenant la nouvelle métapolitique c'était plus de dire que la transidentité c'était un truc dans ta tête avant tout, de comment est-ce que tu vas changer. Non, c'est avant tout des rapports de force au sein d'un système politique, c'est avant tout de l'exploitation, c'est avant tout de l'oppression. Et donc en fait, comment toi tu te sens au fond de toi, de pourquoi est-ce que tu as transitionné au fond de ton petit cœur, c'est peut-être très important pour toi et tes amis et ta famille, mais moi, en tant que militante, j'en ai pas grand-chose à foutre. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est à quel point en fait, il y a des mecs qui vont essayer de t'exploiter la gueule, qui vont essayer de te déclasser dans la société pour que tu aies le moins de pouvoir possible parce que tu les dégoûtes un peu. Le truc c'est que du coup c'est des catégories qui sont déshumanisées pour pouvoir les exploiter et à défaut du coup pouvoir les exploiter si tu peux pas les exploiter à défaut les faire disparaître. Il faut aussi relier le capitalisme au fascisme là bien sûr. En tant que du coup c'est un peu la continuité du truc, c'est que c'est en définitive quand la division que ça soit la division internationale, la division raciale, la division sexuée du travail, division valide aussi entre handicapés et valides. Je sais pas si je ferais ce parallèle, je sais pas si je dirais que ça me fonctionne pareil, mais en tout cas pour ces trois trucs-là, pour ces trois divisions du travail majoritairement, quand même le point commun c'est que quand il y a un échec ou une difficulté des dominants de maintenir un système d'exploitation où tu peux vraiment faire ce que tu veux des gens, tu bascules quand même très vite dans une pensée de ressentiment et dans une pensée fasciste où en fait la solution c'est les exterminer quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, l'idéologie génocidaire, elle est juste, elle fait partie intégrante du capitalisme parce que le capitalisme, en réduisant la vie humaine à une marchandise, crée la possibilité que cette marchandise puisse être supprimée si elle n'est pas rentable, si elle n'est pas... C'est ça, si elle n'est pas productive ou si... Mais c'est la raison pour laquelle, je veux dire... c'est pour ça que je parlais le racisme... de valide de handicap, parce qu'en fait, il y a ce truc où les personnes handicapées, on les fait sortir justement du système... Justement parce qu'on peut pas en faire des personnes productives, et donc du coup, on les gère, et donc du coup, on les génocide aussi, en fait. Genre, quelque part, tu vois, c'est pour ça que, genre, moi, je repense beaucoup, du coup, à l'expérience nazie, pour essayer de comprendre un petit peu quelles sont les obsessions fondamentales de nos adversaires. Les obsessions fondamentales de nos adversaires, quand tu vois c'est quoi les nazis, c'est évidemment du coup les trucs dont on a déjà pas mal parlé, la classe, le genre, la race, et c'est aussi le handicap en fait, c'est aussi le fait qu'ils voulaient se débarrasser des handicapés, ils voulaient se débarrasser des tarlouses, ils voulaient se débarrasser des juifs, et ils voulaient se débarrasser des communistes aussi basiquement quoi. En fait c'est tous ces ennemis là qui sont les ennemis d'un même système d'exploitation,
On devrait pouvoir lutter pour ces trucs-là en même temps. Et moi, justement, je trouve ça hyper intéressant de voir qu'on a pu appliquer des logiques qu'on avait déjà pu appliquer derrière à la lutte des classes par rapport, du coup, au genre ou par rapport, du coup, à la race. Et d'ailleurs, on peut avancer comme ça progressivement par rapport à toutes ces questions-là, tu vois. Moi, je trouve ça fascinant qu'on en soit, qu'on aille dans cette direction-là politiquement en ce moment. Et je pense sincèrement que, du coup, l'OST, pour en revenir quand même à ce dont on parlait à la base, s'inscrit quand même. Je pensais qu'on était juste des bros. Non, t'inquiète, on est en train de présenter une orga. Je pensais qu'on était dans un podcast masculin, en fait. Ah bah ouais, attends. C'est ma spécialisation primaire. Vous avez déjà parlé du stoïcisme. L'OST, pour moi, ça s'inscrit pas mal là-dedans, et notamment dans les discussions du coup, que vous pouvez avoir derrière avec les syndicats, avec ces machins-là. Cette compréhension-là, profonde pour moi, du fait que le genre, et du coup la transgression du genre, donc la transition et donc la transidentité, s'inscrit dans un même truc émancipateur que la lutte des classes. Et que la lutte décoloniale et que la lutte antiraciste, je pense que c'est important. Même si le fait est que la lutte antiraciste essaye de faire la même chose de son côté aussi en même temps, et que pour le moment c'est quand même toujours les classes first qui sont... Enfin, il y a quand même toujours la lutte des classes qui passe un peu devant tout le reste, je trouve. Je trouve que du coup l'OST fait ce travail-là aussi un peu, du coup, de... En fait, moi, en tant que marxiste, ma perspective, c'est pas de dire la lutte des classes d'abord, les autres luttes après. C'est de dire que les autres luttes, c'est de la lutte des classes, en fait. C'est ça. Ça fait partie du... Du coup, l'OST, donc par rapport à... Du coup, ça, c'est par rapport à tout ce travail qui est fait, donc par rapport au militantisme politique. Ça, c'est politiquement. Ça, c'est du coup toute la side qui est faite sur... donc là, quand je te parlais de ça. Mais du coup, il y a aussi, du coup, les appels à manifester. Il y a aussi tous ces trucs-là, parce qu'il n'y a, a pas que vous, les syndicats et les orgas. Du coup, vous faites ça, vous faites du lien entre les orgas et les assotrans, entre les partis, les syndicats et tout ça. Mais vous faites aussi à côté, du coup, nous, on a déjà organisé nos propres trucs, quoi. Genre, on a organisé des rassemblements, on a organisé des manifs. Oui, du coup, il y a des mobilisations spécifiques trans. Typiquement, à Grenoble, en fait, il y a eu tout le mouvement de... Alors, la section grenobloise de l'OST n'existait pas, mais c'est ce qui a mené à la création de la section, justement, parce qu'il y avait une analyse qu'effectivement, on vivait un moment politique où il y a pas mal de sections qui se sont créées dans la foulée du mouvement de mai... quand il y a eu le... mai-juin 2024, là... Comment ça s'appelait déjà, Transmania? Alors, il y avait Transmania, en même temps, on a eu Transmania et la proposition de loi qui sont arrivées en même temps. Et donc, il y a eu une vraie offensive transphobe en mai. Et forcément, du coup, ça a créé tout ce qui s'est passé. C'est ça, du coup, c'est vraiment le mouvement de la riposte trans à ce moment-là qui s'est articulé. Et Trouble Antacide aussi, au passage. Moi, à la base, je devais playtester des jeux, je devais bêta-tester des jeux vidéo sur cette chaîne. Ça a mal tourné. C'est juste que, genre, j'ai vu passer Doramuto et Marguerite Stern partout, j'ai commencé à faire du React comme ça. À la base, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, vraiment, c'est genre l'offensive de mai. Et vraiment à l'origine d'un tas de trucs. Merci les transphobes. Merci à Marguerite Stern et Doramuto. Et d'ailleurs, moi je prononce toujours Marguerite Stern, ça fait plus allemand, je trouve. En vrai, c'est un peu. Elle a vraiment pris un pseudo en s'appropriant un nom Feuge alors qu'elle l'est pas. C'est vrai? Ouais. Ouah, c'est grave. Ouais. À la base, elle s'appelle Laurine de Oliveira, je crois, un truc comme ça. Ouais, vraiment. C'est un pseudo qu'elle a pris et quand des gens lui ont fait remarquer, c'est un peu... Ouais. T'es pas juif, quoi. Du coup, c'est un peu cringe et tout. Elle savait, je savais pas que c'était juif. Et on lui a dit, du coup, tu veux pas changer parce que, du coup, c'est quand même un peu de l'appropriation. C'est bizarre. Un peu bizarre. C'est bizarre, c'est un peu de l'appropriation. Elle a dit, non, j'aime bien. Genre, c'est vraiment bizarre comme move. De toute façon, les gens... Restez connectés à ma chaîne, on va faire le Pokédex de Marguerite Stern et Doramuto. Oh, j'ai envie de... Oh là là, ça fait trop envie. Moi, ma théorie du complot préférée, c'est que Thaïs Descuffon est trans. Alors que moi, c'est que Brigitte Macron est trans. Bah non, mais ça, c'est la théorie du complot de plein de gens. Bah ouais. Original. Bah ouais, elle est bien. Je préfère Thaïs Descuffon. Tu coupes l'extrait. Je préfère Thaïs Descuffon. C'est le moment de clipper. Voilà. Je préfère Thaïs Descuffon, voilà. Que ça soit dit. Tu préfères Thaïs Descuffon? Oui, je préfère Thaïs Descuffon en trans que Brigitte Macron parce que c'est plus original. Je l'ai dit, c'est bon, voilà. Après, il y a la side aussi, c'est parce que Thaïs Descuffon a quand même un gros côté TDS, donc tu te dis, c'est un peu beaucoup de trans. C'est vrai qu'elle est très transcoded, Thaïs, maintenant que j'y pense. Son côté TDS. Mais tous les droitards aussi, par contre. Elle parle à des incels. Oui. Elle est vraiment immergée dans dans les bails incels. Comme beaucoup de meufs trans. Comme toutes les meufs trans. Comme toutes les meufs, oui, toutes. 100%. Voilà. Des meufs trans. Moi, je suis sûr qu'elle boit de la Monster, tu vois. Je pense que vraiment, le jour où je vois Thaïs boire de la Monster, je suis de ton côté. Et je passe de ma théorie, ça devient Thaïs qui est trans. Non, moi, le jour où je la vois boire de la Monster, ça me renforcera encore dans l'idée que j'ai déjà qu'il faut arrêter avec l'association de trans Monster. C'est pas possible. Écoute, moi, je te l'ai déjà dit, c'est pas une association, c'est un déterminisme.
un truc qu'on sous-estime aussi beaucoup parce que du coup vous nous voyez nous aussi, nous les trans, machin sur internet et tout. Vous avez vraiment c'est un tamis, hein. Vous avez que celles qui sont capables en fait de montrer leur tête, qui sont capables de machin et tout. Mais je veux dire la quantité aussi de personnes trans qui sont dans anxieux, généralisé, maximal, qui sont dans des conditions horribles. Genre évidemment que nous, en tant que communauté, faut qu'on s'occupe de nous en fait dans un premier temps. Et vu que on est dans les communautés qui prennent largement, je trouve, le plus cher en termes de précarisation, en termes d'exclusion du reste de la société, c'est pour ça que l'autosupport, c'est important en fait, c'est même plus qu'important, c'est genre vital si on veut pouvoir faire de la lutte politique. Pour en venir à qu'est-ce qu'on fait concrètement dans l'autosupport, parce que du coup, d'accord, tout peut rentrer dedans. Ouais. Mais on a quand même des trucs qu'on fait plus que d'autres, on a quand même... Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. Vraiment, il y a des endroits où en fait le réseau de médecins, notamment pour prescrire des hormones, le réseau d'entraide médicale pour faire de la réduction des risques, du coup concrètement, apprendre aux gens à s'injecter des hormones. Réduction des risques, c'est pas que pour les drogues. Vous avez peut-être déjà entendu RDR pour parler du coup de drogue, où en fait on apprend aux gens à se droguer correctement pour pas qu'ils fassent des conneries. Bah en fait ça existe aussi dans d'autres domaines en fait. Réduction des risques, ça peut s'appliquer à plein d'autres trucs, notamment en fait, en particulier dès que tu t'appliques toi-même des trucs médicaux ou dès que tu t'appliques toi-même ce genre de trucs. En l'occurrence, si jamais tu veux genre gérer toi-même tes hormones, c'est quand même bien que quelqu'un t'explique comment faire plutôt que t'improvises en regardant un WikiHow, tu vois par exemple. Bah, c'est comme choisir un lieu neutre quand t'as un date grinder, tu vois. Par la exemple. réduction des risques aussi. Déjà, faut faire Non, par contre, premier degré, quand tu transitionnes, faudrait qu'on fasse des formations de RDR femmes pour éviter de se faire agresser. Par des femmes, ouais, je suis d'accord. Non, pas que par des femmes. Les femmes sont dangereuses. Non, mais pour de vrai, parce que genre, moi, genre, je suis un peu trop mal maintenant. J'ai du mal à sortir, genre, en boîte ou en soirée ou quoi que ce soit. Parce que justement, genre, je me suis trop comporté de façon innocente et naïve. Et où du coup, j'étais pas tout à fait. Enfin, si, j'étais consciente parce que théoriquement, que les hommes étaient des prédateurs et tout, tu vois. Mais j'ai pas forcément pris les bons réflexes et tout. Et du coup, là, je suis en mode, genre, peut-être qu'il faudrait faire des tutos femmes. Genre, si quelqu'un vous suit dans la rue, n'hésitez pas à changer de rue ou changer de trottoir. Ou sur toi, par exemple, des trucs comme ça. Un petit tuto, plutôt être une meuf. Ça pourrait être bien. Je crois qu'on appelle ça l'autodéfense féministe. Oui, c'est ça. Semble-t-il. On bosse d'ailleurs un peu en ce moment sur une formation autodéfense spécifiquement pour les personnes transfemmes. C'est un travail qu'on mène d'élaborer une formation là-dessus. Je tease un peu. Bah super. Je tease un peu. Ça va pas forcément être pour tout de suite parce qu'il y a en fait on a beaucoup de trucs en cours. On a une grosse orga mais du coup on a aussi beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il faut nous rejoindre hein, pour nous aider. Créez votre section locale. Si jamais vous avez pas, genre j'ai vu qu'à Montpellier il n'y a pas de section. Le truc c'est que justement là je viens, c'est comme l'autosupport c'est notre devoir premier à l'OST. En fait, de créer une section, ça doit pas être une injonction absolue. En fait, on crée une section quand dans un endroit, dans une ville. C'est aussi pour ça qu'on est présent. On est à Clermont-Ferrand aussi, par exemple. On est présent avec tout le respect pour Clermont-Ferrand. On est aussi présent dans des petites villes, entre guillemets, parce que c'est là où il y a du besoin. Et typiquement, c'est aussi pour ça qu'il y a pas... là, il y a la section de Saint-Denis, le 93, qui existe. Mais en fait, à Paris même, il n'y a pas de section OST. Il n'y en a jamais eu parce que il n'y a pas le besoin. En fait, à Paris, il y a déjà une chier d'associations qui font tout. Donc nous, c'est vraiment ça la logique. C'est pour ça que l'autosupport, c'est la première besogne. C'est qu'on va pas créer une section à un endroit juste pour dire on est là. Oui, c'est ça. On n'est pas en train de dire il faut que l'OST soit partout et international. On n'est pas révolution permanente, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas RP. Donc en fait, l'objectif, c'est surtout que... du coup, question très pertinente. Ce que je finis en gros, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on crée une section à partir du moment où il y a un besoin, où on a identifié ce qu'on pouvait faire pour combler ce besoin. Donc ça peut être en fait des permanences médicales pour accueillir les gens dans des temps collectifs, pour en fait se donner des conseils sur les hormones. On est en lien, à Grenoble, et même nationalement, on est en lien avec France Genre. Beaucoup de sections sont en lien avec, ont une convention avec France Genre, du coup, donc ont accès à la base de ressources de France Genre et la base de données de France Genre sur les réseaux médicaux, sur trouver des adresses. Donc on a des permanences qui peuvent être des temps collectifs. On peut faire aussi des suivis individuels. C'est possible de venir nous trouver en MP sur Insta ou d'envoyer un mail. Pour poser des questions. La plupart du temps, quand c'est... Pour avoir une personne référente, quoi. On peut avoir une personne référente sur certains suivis. Ça peut être aider sur les démarches administratives pour s'il y a des sœurs ou des frères, des adelphes qui galèrent vraiment sur leur dossier de changement d'état civil. Nous, on peut aider là-dessus, que ce soit pour le changement de sexe ou même le changement de prénom, qui est plus léger, mais comme procédure. Mais voilà, il y a des gens... déjà, c'est galère de faire ça. Et moi, j'en ai fait partie. Ouais. Je vois qu'à Grenoble, on fait des partenariats avec Déviation, mais je crois que c'est pas qu'à Grenoble. Pour le coup, du coup, ça fait partie vraiment de l'ADN
l'OST justement de bosser avec les autres assos. De faire des partenariats, ouais. Oui, bah en fait, on bosse en unitaire le plus possible, en fait, quand c'est possible. La plupart du temps, quand il n'y a pas de partenariat, c'est souvent que ça vient plutôt de l'autre asso qui veut pas bosser avec nous parce qu'on est trop politique. Nous, on est fermé à aucun partenariat en soi et on est vraiment dans ce truc de, en fait, on peut être pas du tout d'accord sur la perspective politique, mais sur l'autosupport, il y a quand même un enjeu à s'entraider. Ouais, c'est ça. Après, derrière. Et pour le coup, voilà, il y a l'exemple avec Déviation, mais qui est l'asso local qu'on a à Grenoble, mais dans d'autres villes, ça va être d'autres assos. C'est ça. Donc, comment on peut aider, participer, de quoi est-ce qu'on a oui, besoin vas-y, à vas-y. Grenoble. Concrètement, de quoi on a besoin à Grenoble pour l'instant, on a surtout besoin de bénévoles, de gens en fait qui sont prêts à se former. On organise du coup tous les mois. On fait des permanences médicales tous les mois. Donc les permanences médicales, c'est des permanences vraiment de RDR. Donc en fait, on est là pour accompagner, pour former les gens aux gestes sanitaires de base et à s'injecter dans de bonnes conditions. C'est ça la réduction des risques. En gros, c'est partir du principe que en fait, même quand les gens font un truc où techniquement c'est légal, mais c'est un truc qui est pas, voilà, d'habitude les gens ils vont se faire on a plus cette vision de conventionnellement, tu vas te faire injecter par des infirmières dans un cabinet ou par des professionnels et tout. L'auto-injection, c'est quelque chose qui peut être un peu border risqué. La réduction des risques, et ça vaut pour les drogues aussi ou pour la prévention sexuelle, c'est de se dire en fait, ça sert à rien de faire comme si ces pratiques n'existaient pas en disant c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de faire ça, faites ça dans un cadre safe ou ne le faites pas, parce que en fait, les gens vont le faire. Oui, c'est ça. Les gens vont le faire, donc en fait, autant apprendre à tout le monde à le faire bien, s'ils doivent le faire. Tout en disant aussi qu'il y a des cadres plus safe et que c'est quand même mieux, mais en fait, si tu peux pas avoir un cadre plus safe, t'es obligé de te créer ta propre safetude. Ouais. Et même moi, ça, c'est un peu ce que je dis aussi, tu vois, genre, quand je parle à des gens qui sont un peu anti-trans du front, tu vois, c'est qu'en fait, tu pourras pas nous en empêcher, quoi. C'est que tu vois, genre, à partir du moment où on existe, on est là. Donc bon, faut qu'on genre en fait, c'est la logique de c'est la logique de prohibition versus la logique de réduction des risques. Et ça. Tu peux boucler avec le TDS, en fait, tout à l'heure, parce que même, voilà, ça fait des liens qui sont assez évidents là-dessus. Donc voilà, concrètement, nous sur Grenoble, on fait du coup, au centre LGBTI de Grenoble, on fait tous les mois des permanences médicales, de 16h à 18h les 3e vendredis du mois. Et du coup, c'est un endroit où il y a un espace en fait aussi de sociabilité. Enfin, vous pouvez venir vraiment juste pour papoter, prendre le goûter. Vous pouvez venir pour vous renseigner avec quelqu'un qui est là pour vous aiguiller vers des professionnels de santé, vous donner des conseils, des infos sur les hormones, sur comment faire votre suivi en hormonothérapie, vous présenter un peu toutes les options pour avoir accès à des hormones. Donc que ce soit les toubibs généralistes, que ce soit des endocrinos, tout ça. Et il y a aussi du coup la partie réduction des risques où on t'apprend à t'injecter bien si tu veux vraiment le faire toi-même. Et l'idée c'est que tous les mois c'est quand même un peu, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup une permanence médicale tous les mois pour une ville de la taille de Grenoble. Donc avec autant de trans, il y a trop de trans à Grenoble. Vraiment, il y en a trop. Genre, calmez-vous, hein. C'est un truc de fou. T'as l'impression que tout le monde a trébuché et commencé une transition comme ça. C'est une dinguerie. Moi, avant, je me sentais spécial. Et là, il y a eu la mode d'un coup. On est envahi. Il y a eu la mode d'un coup et c'est... Ouais, c'est ça, c'est une mode. Comment ça s'appelle déjà ? La transition à effet rapide. La dysphorie de genre. La dysphorie de genre à apparition rapide. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a des psychiatres dans le... Est-ce que tu pourrais nous renseigner sur ce phénomène très dangereux ? C'est même pas des psychiatres en plus, c'est vraiment... Non, c'est des endocrinos la plupart du temps. Plus que des psychiatres. C'est pas un truc qui a été monté genre en fabriquant des faux parents qui ont porté plainte ? Je crois qu'il y a ça aussi. C'était même pas des vrais parents. Il me semble qu'à la base, c'est un truc qui a été organisé par des endocrinos transphobes qui ont fait venir des parents transphobes et où les parents transphobes ils ont dit que c'était apparu à cause d'une mode et du coup ils ont dit regardez si on a suffisamment un grand nombre de parents qui nous disent ça, c'est une étude statistique. Et du coup, c'est un truc qui existe. On pourrait parler de plein de choses après, mais voilà, du coup, concrètement, comment on peut nous rejoindre pour aider ? Du coup, si vous avez besoin d'aide, du coup, venir à une des permanences. Si vous voulez vraiment aider l'OST et rejoindre l'OST en tant que bénévole et et vous former en fait, parce que c'est aussi se former aux enjeux médicaux, se former à aider. Donc, se former à faire de l'autosupport. On a des formations qui sont carrées là-dessus avec des cycles assez réguliers de formation, dont des formations... en fait, les formations sont obligatoires pour tenir certaines permanences et pour faire du suivi
ça. et de l'autosupport, même du suivi individuel. En fait, il y a une éthique, il y a un cadre. Bref, apprenez à faire de la RDR et formez-vous en RDR. Voilà. quoi. Et pour ça, du coup, pour se former, bah, on fait des formations, nous, pour du coup tenir ces permanences. Bien sûr, il y a le travail politique, mais en vrai, on a parlé que de ça, donc on va peut-être skip là-dessus. Ouais, moi je qu'on parle de RDR. Mais voilà, si vous voulez vraiment aider sur le volet autosupport, on fait pas que ça, on organise aussi des temps conviviaux, on organise aussi des permanences, des temps administratifs. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup sur genre parce que du coup là on a beaucoup parlé du coup de la partie politique, de ce qu'on faisait du coup sur le plan politique. On a parlé du coup de ce que ça voulait dire autosupport. On vous a dit ce que nous à Grenoble ça voulait dire pour nous, mais on vous a aussi dit que du coup ça pouvait être quelque chose de beaucoup plus large que ça et que ça dépend vraiment de comment c'est organisé à l'échelle locale et tout en fonction du coup des moyens, des besoins, tous ces trucs là. Ouais, je vois du coup une question, est-ce qu'il n'y a pas une recherche de gens motivés pour pas tomber dans le travers que 3 personnes qui lancent leur gars? Bah justement, c'est ça aussi l'enjeu d'avoir une organisation et d'avoir une culture des mandats. En fait, c'est de se dire, on a une organisation interne en fait avec des bureaux locaux qui sont chargés de la coordination de l'action de la section, d'avoir une vision d'ensemble, pas dans une perspective hiérarchique, en fait, dans une perspective juste de répartition des tâches et de savoir qui fait quoi. Et ça, en fait, c'est de la formation politique. Voilà, on vous a expliqué l'OST, les objectifs, les différents machins. On peut venir un petit peu aussi sur comment du coup ça s'organise en interne et du coup parler peut-être un peu de la culture des mandats qui est présente du coup au sein de l'OST. Ouais. Et bien du coup c'est le moment où on ressort du coup quelque chose que j'ai évoqué au début. C'est marrant, comme quoi, c'est hyper organique, j'adore ça. En fait. Quand j'ai dit que du coup l'OST ça venait de gens qui étaient dans le soin communautaire trans et de gens qui venaient des syndicats et des partis politiques, ces gens qui venaient des syndicats et des orgas politiques ont apporté avec eux la culture des mandats. Un mandat, en gros, c'est une tâche qui est décidée et élaborée collectivement, pas décrétée individuellement parce qu'on a envie de faire un truc. C'est un truc qui a un intérêt pour le collectif, qui a une fonction pour le collectif, que on remplit dans un objectif précis déterminé à l'avance, qui du coup est une tâche qui est finie, délimitée, tâche qui a un début, une fin, c'est pas qui a un CDI. début, une fin, et une tâche qui du coup, alors ça dépend des cultures des mandats, parce qu'il y a des cultures vraiment d'organisation un peu autoritaires, pyramidales et tout. Après tu peux avoir une culture des mandats aussi, qui est une culture des mandats plus autogestionnaire, où typiquement la tâche, même si c'est une tâche de coordination ou de entre guillemets, sur le moment, diriger, coordonner quelque chose, répartir le travail, t'as un certain tu pourrais pousser pouvoir. une culture des mandats jusqu'à ce qu'il n'y ait même pas de bureau, jusqu'à ce que... Enfin, tu pourrais aller... ou en tout cas que le bureau, nous c'est ce qu'on essaie de faire à Grenoble, maximum, à Grenoble aussi au maximum, mais dans pas mal de sections, c'est que le bureau tourne au maximum et que tout le monde puisse se former à être au bureau local ou même à être au secrétariat national. C'est l'idée que justement il puisse y avoir ce renouvellement militant possible, permanent, pour pas que les mandats soient personnalisé, personnifié, parce que c'est vrai que quand on dit mandat, ça peut faire peur, et notamment ça fait peur à beaucoup de milieux associatifs, et notamment aussi pas que les milieux associatifs. Anarchistes. Ah ouais, les totos, ils détestent ça. Mais beaucoup d'anarchistes, pas que des totos, pas que des chroniques totos, des anarchistes de manière générale, beaucoup de gens. Mais les gens que j'ai entendu vraiment vriller sa mère sur le truc des mandats et genre vraiment devenir limite violent verbalement, c'est les totos quand même dans cette histoire. Et je les adore, moi encore une fois, c'est mes totos, c'est mes... parce que... je viens de là aussi un peu. Parce que le truc c'est que en fait le mot mandat aussi il est associé à des trucs quand même un peu sales. Enfin, c'est les dièses des mandats sous la République bourgeoise et le capitalisme, où en fait un mandat, le mandat présidentiel, bon voilà, bonjour quoi. Ouais, c'est vrai que moi quand tu m'en as parlé la première fois, de toute façon j'ai tout de suite eu cette réaction de genre... des mandats, pardon, et tu m'as expliqué, et du coup je pense que c'est bien qu'on fasse ça. En fait dans le mandat, au contraire, pour moi dans le mandat il y a une notion de ton individualité, ça met pas en avant ton individualité, le mandat il efface ton individualité, ça fait un peu brut dit comme ça, fait un peu maoïste. C'est un peu Mao, ouais. Mais le mandat il efface ton individualité au sens où en fait c'est la tâche que tu remplis qui compte, c'est pas que ce soit toi qui le fasses, c'est que ça soit fait. On disait qu'on peut faire une culture des mandats qui est très libertaire, on peut aussi du coup faire une culture des mandats très autoritaire en fait. À l'inverse. Oui. Je pense que c'est ça qui fait vriller ce qui fait ce qui va faire la différence, la nuance, ça va être combien de temps dure le mandat, quelle marge a le mandat, tu vois, parce que tu peux faire des mandats qui sont dits des mandats impératifs. Un mandat impératif, c'est vraiment un truc qui est très délimité sur les modes d'action du mandat. C'est en fait, tu as un objectif de qu'est-ce que tu dois faire, et tu as aussi dans le mandat comment tu dois le faire. Les étapes et tout. Et là, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre individuelle. Et en fait, moi, ça m'intéresse la question de l'autonomie du mandat, du coup. Ça dépend le type de mandat. En fait, tu as des mandats. Quand tu parles de mandat de représentation politique, tu vas aller faire du lien avec un syndicat. Tu ne représentes pas toi-même, tu représentes ton collectif. Et dans cette marge-là, dans une rencontre, dans un débat, on sait très bien que ça peut dériver vers des endroits où tu n'avais pas forcément prévu.
il faut que tu sois en mesure de réagir et de porter la parole du collectif, alors que tu peux pas faire une AG en plein milieu pour dire ah, qu'est-ce que je réponds à ça et tout. Donc il y a ce qu'on appelle aussi des mandats de confiance, où c'est un peu l'inverse du mandat impératif, et après tout est un peu sur un spectre entre les deux, où le mandat de confiance, c'est on te dit, bah voilà, t'as un objectif vague et tout, t'es chargé de faire ça et tu fais exactement comme tu veux. Dans les structures, entre guillemets, un peu plus verticales, ou plus léninistes, quoi, on va dire, là on parle vraiment de parti politique, mais sur à l'OST, on a un fonctionnement qui est vraiment, encore une fois, on se pose pas beaucoup ces questions-là, parce qu'on est vraiment sur des trucs très concrets, très techniques, du jambon, du fromage, des choses très concrètes, des injections, des choses du gel, des patchs, des tuckers, des choses packers, très concrètes, des culottes de tucking, des choses très concrètes. Mais voilà, en fait, dans les modes d'organisation plus léniniste, où tu vas avoir en fait les mandats à responsabilité les plus élevés, en gros, dans la hiérarchie, ça va être plus des mandats de confiance. Ouais. Et alors moi du coup, il me semble aussi qu'une différence avec la culture des mandats, une culture des mandats qu'on pourrait qualifier de plus autoritaire, de moins autoritaire, etc., c'est la notion de qu'est-ce qui se passe si tu foires ton mandat. Là justement, si tu foires, moi dans ma conception du mandat, c'est que précisément comme tu ne te portes pas toi-même dans le mandat, si t'as un échec dans ton mandat, c'est pas un échec individuel, c'est un échec collectif. Ça peut être une erreur individuelle, il faut pouvoir reconnaître ça là où on a merdé. Ouais. C'est pour ça qu'à l'OST on pratique énormément la critique et l'autocritique, mais d'une façon qui est vraiment, on est formé politiquement. Il y a la notion tu reconnais là où t'as merdé individuellement, et l'idée c'est que en fait si t'as merdé dans ton mandat, c'est aussi parce que le collectif il a pas été capable de t'accompagner pour que tu le fasses bien. C'est ça, où on peut se dire, le collectif il aurait pu prendre quelqu'un qui était plus fiable à ce moment-là, etc. Moi je trouve que c'est fondamental en fait, justement dans cette culture des mandats là. Typiquement dans une culture des mandats, on va dire qu'on peut qualifier d'autoritaire, la raison pour laquelle c'est autoritaire, c'est parce que du coup le mec devient responsable du machin, et du coup ça devient sa responsabilité à lui, et du coup quand il foire, c'est sa faute, quand il réussit, c'est aussi sa faute, alors que du coup dans une culture des mandats comme la nôtre, en fait tout est collectif. Et du coup moi je trouve ça fondamental en fait justement dans la culture des mandats, pardon. Désolé, excuse-moi. Après la culture des mandats et la culture des mandats vont très bien ensemble, hein. Ça peut, hein. On peut tout à fait allier les deux, hein. Mais donc du coup oui, la culture des mandats, donc moi je trouve ça, moi c'est vraiment un truc qui m'a vraiment fait changer de perspective, en tout cas sur le machin, parce que du coup je suis arrivé en mode c'est un machin un peu autoritaire, bizarre. Quand on m'a expliqué du coup cet aspect là, moi c'est un peu ça qui m'a permis d'avoir un déclic, de me dire ah oui d'accord, donc en fait les mandats c'est potentiellement pas red flag. En fait, ça répond à une tendance qu'a la gauche militante depuis la gauche militante de terrain. Je veux dire, parce que dans les partis institutionnels, genre France Insoumise, le PS, le PCF, tout ça, dans les partis électoralistes, on a toujours eu, même au NPA, hein, on a toujours eu des mandats. Cette culture des mandats qui a infusé, mais c'est un truc typical depuis les années 90, ce qu'on a appelé un peu abusivement les nouveaux mouvements sociaux, les nouvelles formes de militantisme du 21e siècle, qui se structurent plus autour de collectifs spontanés, d'actes individuels, de trucs où... c'est ce qu'on appelle abusivement les totos. Moi j'aime pas qu'on appelle ça toto, parce qu'en fait c'est un truc qui est beaucoup plus large que ça, et c'est une façon de militer. Non, mais il n'y a pas que les totos. En fait, il y a vraiment une façon de... Mais toto au sens de autonome, oui. Enfin, du coup, Oui, on n'a pas dit d'ailleurs. Le autonome, c'est des gens qui militent, du coup, qui sont... expliquez extrêmement quoi. On n'est pas forcément d'accord sur toutes les définitions, mais en fait, basiquement, autonome, en fait, on peut... En fait, n'importe quel mouvement militant, généralement à gauche, qui va, du coup, se structurer et agir spontanément sans passer par un cadre qui est établi... qui est établi à l'avance en tant qu'organisation. En gros, c'est des gens qui sont pas dans des orgas, pas dans des assos, pas dans des partis. T'as envie de faire un truc, y a quelqu'un que tu connais dans tes cercles affinitaires qui a envie de faire le même truc avec toi, vous faites ça. Définis cercle affinitaire. Cercle affinitaire, tes potes. Voilà, c'est un groupe de potes, un peu fermé, dans lequel tu laisses pas n'importe qui rentrer, parce qu'il y a la notion de il faut vraiment que tu aies confiance en ces gens-là. Parce que tu vas pas faire une action... Pas tous les totos, ça dépend. Mais oui, en général, oui. En général... Voilà, mais c'est l'idée que du coup t'es pas dans une grosse machine avec un logo, avec une étiquette, avec une tradition, avec des statuts écrits, quoi. En fait, le rapport à l'écrit, il est différent aussi, quoi. Le rapport à l'organisation en règle générale aussi. Et du coup, c'est un truc qui laisse plus de place à l'autonomie individuelle, beaucoup plus de place où en fait l'autonomie individuelle, c'est le cœur de l'action. C'est ça qui va définir vraiment ces nouvelles formes de militantisme. Le truc, c'est que du coup, la culture des mandats, c'est quand même un peu un retour, entre guillemets, à des formes traditionnelles d'organisation. Moi, j'aime pas le terme traditionnel, mais à des formes organisées qui, aujourd'hui, dans le monde actuel, surtout dans un monde en pleine... où la fascisation s'accélère,
où les outils de contrôle sont de plus en plus vénères, où il y a de plus en plus d'éclatement apparent des luttes, en fait, où même la droite joue là-dessus, tu sais, à diviser un peu les luttes, à dire, ah, il y a ce truc-là, il y a ce truc-là, il y a ce truc-là. Et en fait, il y a des réflexes militants. Il y a des... Pas que, mais il y a des réflexes. Non, pas que, il y a les... Mais sans parler même de nos ennemis, parce que les fémo-nationalistes sont nos ennemis, mais même nous, entre nous, oui, on le se fait de... Vraiment, c'est un truc qui est très actuel de faire vraiment 10 000 rassemblements. Enfin, typiquement, là, c'est chronique à Grenoble. Hein, vraiment, t'as 3-4 rassemblements par semaine. Grenoble, c'est la culture. Ça fait mais partie de la t'as culture. 3-4 rassemblements et manifs par semaine où il y a que des militants. Il y a toujours les mêmes gens, en fait, dedans. Et ça te fait t'interroger quand même sur la pertinence de mettre autant d'énergie pour organiser des manifestations qui sont des trucs entre militants dans un microcosme. Et tu dis, mais ça en fait, fait une à quel moment ambiance, on crée un rapport de force non, et ça, on fait de l'action vraiment qui va confronter la bourgeoisie, le système raciste. Après, c'est parce que je trouve qu'il y a plein de trucs aussi dans le militantisme qui ont déjà été totémisés, hein, et la manif en fait partie, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, la manif a été longtemps perçue aussi comme étant un mode d'action privilégié devant les autres, et qui était plus légitime à plein d'égards et tout, tu vois. Et on est enfin encore un peu aujourd'hui en train d'en sortir, ce qui est cool, sans pour autant, du coup, dire en fait, on fait plus de manif. Non, parce que la manif, elle a un intérêt. Ça a un énorme intérêt de rapport de force, de visibilité. Puis les médias, ils s'intéressent aux manifs. C'est ça. En fait, rien que ça. Mais le problème, c'est que si tu fais 4 manifs par semaine, est-ce que les médias s'intéressent aux manifs? Voilà, c'est un peu ça. Bon, en fait, du coup, moi, je comprends la critique. Moi, j'aime bien qu'il y ait des manifs tout le temps à Grenoble. Je vais pas mentir. Moi, ça me fait plaisir. Dès que je me balade dans la rue, il y a une manif. T'as toujours un truc. J'aime un peu bien ça. Tu sais pas ce que c'est, mais il y a toujours un truc. Et parfois, c'est vraiment des trucs random. Genre, des potes, tu tombes sur genre, ah d'accord, donc aujourd'hui, c'est les aides-soignants. Et parfois, c'est des trucs très corporatistes comme ça où du coup, tu tombes sur des machins où t'es en mode genre, ah, c'est marrant. Et en plus, comme c'est Grenoble, c'est jamais des nazis. Mais c'est vrai que, en termes d'efficacité politique, si on sort un peu de juste moi qui suis contente de voir des gens qui manifestent. Faudrait une manif pour toutes, pour tous. Oui, voilà, une bonne idée. Faudrait une manif pour tous. Je propose de créer un truc qui s'appellerait la manif pour tous, dans lequel on serait tous là. Très bonne idée. Et on organise ça tous ensemble, ça vous va? Ça pourrait être super. Trop bonne idée! Pour moi, on a quand même fait grosso modo le tour des axes principaux que je voulais aborder aujourd'hui avec toi. Mais oui, effectivement, on a dit basiquement que il fallait faire de l'autosupport trans parce que la clé de la lutte pour la survie des trans à long terme, c'est la survie à court terme. Et que la survie à long terme, c'est la lutte politique. Ce qui permet la survie à court terme, la survie de nos corps, c'est l'organisation politique, c'est avoir des liens, avoir des contacts, c'est ne pas être seul. C'est pouvoir se défendre, pouvoir faire front commun, parce que, en fait, il y a un truc tout con qu'on n'a pas abordé, mais dans la notion d'autosupport, il y a ça aussi, c'est que les personnes trans sont quand même giga isolées, en fait, en termes de sociabilité. Dans les causes principales de pourquoi les trans meurent, c'est qu'en fait, on parle des assassinats, on peut parler aussi beaucoup des suicides trans, et en fait, l'isolement social, c'est vraiment une façon de nous tuer. Indirectement. Et typiquement, ça remet en cause aussi j'aurais dû faire un trigger warning là, mais la notion de suicide, elle est aussi un peu remise en cause de dire en fait dans le cadre des suicides trans. Cette chaîne est un trigger warning. Il y a un trigger warning par défaut autour du suicide sur cette chaîne. Je parle H24 de suicide. Mais de tout, vraiment genre. Oui, puis de plein d'autres. Tu sais que c'est pas safe, tu sais que t'es dans. Non, oui, on n'est pas sur un safe space ici. Tu te connectes, tu vas regarder le Serbian Film. Surtout, je le dis souvent, c'est pas un safe space pour les fascistes en particulier. Genre, du coup, il y a des questions, j'ai l'impression. Ouais. Et alors, quelqu'un qui demandait si je réponds rapidement, la culture des mandats, ça touche aussi du coup aux questions du porte-parole. Oui, a priori. Oui, tout. En fait, tout. Tu peux tout faire rentrer dans un mandat. Est-ce qu'au-delà de la lecture qu'un échec sur un mandat de confiance est dû au collectif, ça peut pas être aussi dû à un manque de moyens matériels, que ce soit au niveau du nombre de militants ou même juste de thunes pour faire certains trucs. Et du coup, est-ce que ça implique de devoir, entre guillemets, sacrifier un peu par défaut certaines luttes en devant prioriser par la force des choses? Pas prioriser des luttes, mais prioriser des actions et prioriser comment on s'y implique, en sachant que en fait la priorisation, elle se fait pas que sur on n'a pas les forces de tout faire. Évidemment, mais elle se fait aussi sur qu'est-ce qui est le plus efficace pour nous et qu'est-ce qui est le plus profitable pour nous. Et ça, ces choix-là, mais peut-être, mais le fond de la question, c'est qui décide de qu'est-ce qu'on priorise. Et ça, la question, c'est, en fait, à l'échelle des sections, nous à Grenoble, on fait des AG. On a des AG en interne où c'est des temps démocratiques où tous les 2 mois, maintenant c'est tous les 2 mois, on va déterminer ensemble et voter vraiment une orientation stratégique, une orientation politique pour les 2 mois à venir, où on va prioriser certaines actions plutôt que d'autres. Et ça passe vraiment par de la discussion démocratique. Il y a l'idée vraiment de liberté dans la discussion et unité dans l'action. C'est qu'une fois que
Une fois que la décision est prise démocratiquement, par contre, faut s'organiser, faut un peu... Mais il y a ce truc de genre il manque un nombre de militants, il manque certains trucs, des conditions matérielles, mais en fait ça c'est aussi la responsabilité du collectif techniquement, tu vois. Si à la fin on se rend compte que le mandat n'a pas fonctionné parce qu'il manquait des trucs matériels, bah c'est toujours la responsabilité du collectif en fait, ça revient du coup à cette même conclusion quoi au final. Pour aider l'OST, un des trucs que vous pouvez faire aussi, c'est du coup rejoindre pour du coup donner de la visibilité, parce qu'en fait la visibilité médiatique et politique de l'OST, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre d'aborder justement en fait les dons, le soutien financier, d'aller chercher nos alliés là où ils sont, et en fait de leur dire la thune c'est la nerf de la guerre, en fait on a besoin de thunes, pourquoi déjà pour s'organiser en fait entre nous, pour payer des déplacements pour pouvoir s'organiser efficacement entre nous, avoir un échange de connaissances, se former à échelle nationale, et pour aller à une formation, quand on ne peut pas payer de sa poche, il faut que l'organisation puisse être en mesure de rembourser. Donc ça, il nous faut des fonds pour ça qu'on a très peu actuellement. Et ça peut être en fait à l'échelle locale, en fait juste simplement acheter du matos filé à des gens précaires qui n'ont pas les moyens, enfin typiquement du matos d'injection, des compresses, des seringues, des aiguilles, des gens qui n'ont pas forcément ni les contacts ni les moyens d'aller trouver ces trucs-là, c'est de leur filer potentiellement des kits d'injection, de réduction des risques. Ça peut être aussi de la contraception, ça peut être aussi du matériel de transition sociale, tu vois, typiquement des binders, des packers, des tuckers, on est dans le jargon. L'enjeu d'unir les luttes aussi, il est là, c'est que en fait... c'est qu'en fait, la focalisation, mais c'est ce qui s'est passé aussi avec le fémonationalisme, c'est la focalisation du féminisme blanc sur le harcèlement de rue et sur la partie du sexisme dont les auteurs sont plus des hommes de classe populaire et des hommes racisés, en fait en niant complètement les kilotonnes de la majorité du sexisme en fait systémique, voilà, et aussi des violences sexuelles dans tous les cas, dans le travail, dans la famille, auprès des proches et tout, pour se focaliser sur des phénomènes qui existent, qui sont réels, on va pas être d'élus, mais le fait qu'il y ait une focale là-dessus est un narratif raciste. Et à l'OST, nous, un des objectifs, c'est qu'en fait, on a eu le fémonationalisme, on a eu l'homonationalisme actuellement, qui va dire que c'est d'éviter le transnationalisme, que les Palestiniens, les Arabes sont des rétrogrades et que du coup, il faut les exterminer. Tu vas foutre des drapeaux Pride sur des tanks israéliens à Gaza. Vraiment horrible, ça. Et nous, le but, c'est que le transnationalisme, il faut pas que ça existe. Et si ça existe déjà, encore, il faut vraiment faut abattre. Faut l'étouffer vraiment dans l'œuf. Mais moi, je pense que faut l'avorter, d'ailleurs. Oui, voilà. Je pense parce que du coup, ça fait le lien. Je pense qu'il faut l'avorter. C'est relié aussi à la lutte pour l'IVG et le droit reproductif. C'est qu'il faut avorter en particulier. Tu sais que C8, avant de fermer la chaîne, le tout dernier truc qu'ils ont passé avant de disparaître, c'est un documentaire sur l'IVG. Par contre, premier degré, la notion de contrôle des corps dont tu parlais, que en fait c'est comme un truc, quand tu dis matériellement c'est une invocation, on sait pas trop ce qu'il y a derrière, faut quand même expliquer ce que c'est. Oui. L'idéologie du contrôle des corps. Allez, c'est parti. Je vais peut-être dire des grosses conneries, en fait, si ça se trouve. Oui. Alors il y a un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai pas de vrai diplôme. Enfin, bon, j'ai une licence d'histoire, mais. Non, mais toi, arrête, j'ai vu ton doctorat en marxisme matérialiste dialectique. Que j'ai fait à Moscou dans les années 60. Oui, mais ça c'est. Je l'ai vu. On n'en parle pas trop. Je l'ai vu chez toi, ça. Non, en vrai, vraiment, prenez ce que je dis avec des grosses pinces. Bon, le contrôle des corps, qu'est-ce que c'est ? Ouais, explique vite fait. Le capitalisme veut qu'on bosse en tant que travailleuse-travailleur. Pourquoi ? Parce que, en tant que travailleuse-travailleur, on produit ce qu'on appelle une plus-value, une valeur marchande qui en gros va permettre de créer d'amasser un capital. En gros, la notion dans la propriété privée des moyens de production, du coup, le fait que les entreprises, les moyens de production, que ce soit l'industrie, que ce soit même l'agriculture... Ça, donc en gros, les moyens qu'on a de créer des trucs... Pour vivre en tant que société, pour assurer notre subsistance matérielle, nos conditions matérielles, en fait, construire tout ce dont on a besoin. Les choses simples, le jambon, le fromage... avoir une maison, tous ces trucs-là, quoi. Ou un appartement, ça, ok bourgeoise, mais... Bref, le contrôle des corps, Arte, on se concentre. Le contrôle des corps, l'idéologie du contrôle des corps, en fait, c'est quelque chose qui s'articule au capitalisme et qui vient, qui permet de faire vraiment le lien entre la lutte pour les droits reproductifs, donc la PMA, l'IVG, l'accès à la contraception, et la transphobie. Donc en fait, le contrôle des corps, c'est simplement s'assurer que les corps sous le capitalisme et sous le patriarcat, donc que ce soit les hommes ou les femmes, restent au rôle où ils ont été assignés et au type de travaux. C'est ça. Et à la place sociale où elles ont été assignées. Et ça passe par les femmes, elles font des bébés et elles s'en occupent. Notamment. Les hommes... Ou elles s'occupent des bébés des autres quand elles peuvent pas le faire, ou elles s'occupent des hommes pour que les hommes puissent continuer à travailler et qu'ils aient le moral pour aller travailler.
ou elles-mêmes, elles travaillent. En fait, Généralement, la réalité, elles font c'est tout en qu'elles même font temps. les deux, en fait. Là, généralement, c'est qu'elles font tout ça en même temps, Donc, c'est ce qu'on a de Mhm. reproduction. Et je pense qu'en fait, d'essayer de comprendre que ce truc de contrôle d'écart, ça montre que vraiment, c'est une obsession, en fait. Parce qu'au-delà de la partie théorique, à travers la transphobie, je trouve qu'on voit à quel point ça dérange qu'on transgresse justement ce contrôle des corps et qu'on leur dise en fait nous notre corps il ne pourra plus être contrôlé par vous parce qu'on est en train de le changer déjà de base. On existe, non mais on est là, on a un corps, on est dans la société, tu vois, et en fait ça les dérange. Rien que ça, notre existence matérielle en tant que personne trans est déjà pour eux un problème. Bah, en fait, on passe du temps et de l'énergie à changer de sexe plutôt que plutôt que dégager un capital. Plutôt qu'être productif. En plus de ça, la transition, ça n'a rien de productif. Tu n'es pas productif quand tu transitionnes. En plus de ça, du coup, il y a ce truc de noyau familial qui finit aussi par éclater. Dans le contrôle des corps, il y a cette notion de la famille, en fait. La raison pour laquelle la femme, elle se retrouve aussi à avoir toutes ces tâches-là, c'est parce qu'il y a une structure du coup familiale qui a été créée de cette façon-là. Et de base, les LGBT, comment on se fait cancel par nos familles par défaut, on a déjà de base ce truc de décalage en fait par rapport au noyau, au modèle nucléaire familial. Et moi je pense qu'il y a aussi ça dans le contrôle des corps. En fait la famille c'est une unité de base la famille c'est sous le capitalisme c'est une unité de base de répartition du travail. La famille c'est une cellule de travail en fait, c'est de reproduction du travail et de travail. Ça, c'est les féministes marxistes qui parlent de ça. Le mieux, il me semble, c'est que vraiment la famille, c'est une cellule de division du travail où tu en as un qui va plus se spécialiser dans le travail productif, donc entre de gros guillemets le travail à l'extérieur. Donc il va aller travailler dans l'activité économique, dans les moyens de production pour produire des biens, pour aussi en fait, produire des services qui ont une valeur et qui vont permettre de dégager des capitaux, de faire fonctionner l'économie directement, entre gros guillemets. Et t'en as un qui est plus spécialisé, mais qui en fait dans les faits fait les deux, mais qui est quand même plus spécialisé à défaut, quand il peut le faire que ça. Ce qui est alors du coup un privilège, en fait, être que femme au foyer, avoir son mari qui bosse, en fait, de base dans la société capitaliste et bourgeoise, c'est un truc qui est pas forcément accessible aux prolos, et ça fait partie des premiers trucs sur lesquels les bourgeois se sont distingués pendant la révolution industrielle, c'est que ton marqueur social pour montrer que t'es un bourgeois, c'est avoir une femme au foyer à la maison. Parce que ton revenu suffit à entretenir une femme qui bosse pas. Chez les prolos, les femmes bossent, ont toujours bossé. C'est ça. Et donc en fait, quand on parle de contrôle des corps, faut pas imaginer une espèce de main invisible de gens qui tentent de nous contrôler comme des fourmis, parce qu'en fait, ça joue sur nos relations, ça joue sur comment est-ce qu'on va exister en fait dans la société. Du coup, on ne peut pas exister. Aussi parce que bon, déjà le truc de la main et tout, c'est des imaginaires qui sont un peu complotos, bizarres et tout. En plus, ça vient vraiment d'imaginaires antisémites directement. Le truc de la main avec les fils. Oui, ça arrive la main avec les fils, oui. Ah oui, ça clairement, c'est full de l'imaginaire antisémite. Ah bah complètement. Mais en fait, quand on parle de contrôle des corps, faut pas imaginer genre on va vous matrixer pour vous faire faire des trucs de votre corps. C'est plutôt on va vous empêcher de faire certains trucs pour du coup vous contraindre. C'est ça. Et du coup, c'est plus un truc qui va empêcher les gens. Donc, empêcher de transitionner, empêcher d'avoir accès à de la contraception, empêcher de choisir si on veut une grossesse ou non. Et moi cette notion-là, ça raccroche un peu avec ce qu'on discutait un peu avant le stream, qui, moi, est un sujet qui est hyper important. Parce que du coup, à travers le contrôle des corps, il y a aussi cette notion de dépasser aussi la question du strict consentement. En fait, tu peux consentir à un tas de trucs, mais si on contrôle ton corps et si on contrôle ta place dans la société, tu n'as pas un consentement libre en fait. Tu peux consentir à un tas de trucs de merde. Et là où du coup pour moi la question du contrôle des corps, du coup, elle transparaît de façon parfaitement évidente et c'est vraiment central dans du coup les questionnements autour de la question trans. Mais en fait tu peux l'élargir à tout le reste en fait du spectre et essayer d'avoir du coup ce prisme là en prisme supplémentaire sur les autres prismes que tu utilises déjà, tu vois, sur plein de trucs. Moi je trouve ça intéressant perso. Il y a un truc important dans la notion de contrôle des corps et ça permet de faire le lien avec aussi des sujets comme la pédocriminalité ou l'inceste. Mine de rien, je lâche des trucs qui mettent l'ambiance tout de suite. Ah bah oui. Non mais parce qu'en fait le contrôle des corps c'est vraiment une idéologie, un système social qui s'impose dès le plus jeune âge à travers la structure de la famille du coup notamment, mais aussi l'école. En fait il y a un réel contrôle sur au départ du coup en fait la notion de consentement quand on l'applique aux adultes comme ça, il faut savoir poser ses limites, son consentement, c'est un truc qui est un peu hors sol dans une société où en fait les gamins dès leur plus jeune âge on leur apprend, on leur montre. On les matrix. On leur montre que en fait leur corps leur appartient pas et qu'ils peuvent pas choisir ce qu'on fait avec. En fait les gamins dès le plus jeune âge on les touche sans leur demander s'ils sont ok, sans vérifier qu'ils sont ok. Et c'est un truc en fait qui se reproduit en grandissant.
Et quand on parle d'idéologie du contrôle des corps, c'est le cadre social dans lequel ça s'articule. En fait, en premier lieu, c'est la famille. En premier lieu, c'est les gens qui sont dans le soin aux enfants, qui s'occupent des enfants, qui sont dans ce truc-là. Même prenez les corps non blancs. Genre moi, un truc que j'ai pu observer quand j'étais gamine, tu vois, dans mon collège, bah, c'est que les surveillants, les pions, les profs, ils hésitaient vachement moins à frapper un gamin qui était pas blanc. De façon assez instinctive. Et en fait, c'est con, mais du coup, ça crée forcément quelque chose derrière. Au niveau de ces personnes-là qui sont en mode, mais du coup, c'est normal qu'on me frappe. Donc, il n'y a pas du tout que la question trans. Et genre, pour ceux qui ont suivi, du coup, là, sur ma chaîne, où j'ai sorti il n'y a pas longtemps une vidéo qui parle d'aromantisme politique, techniquement parlant, c'est une porte d'entrée, pour moi, qui sert à attirer des gens. Pour parler de ça, au final. Parce que c'est ce même sujet dont on vous parle à la fin, de comment est-ce que on contrôle nos corps et à travers quel type de structure on le fait. Quand on parle du coup de l'aromantisme, on parle du coup de la structure romantique, en fait, qui n'est que la surface derrière de ce qui est le vrai sujet dont on parle, à savoir la famille. Parce qu'en fait, la culture romantique, ou plutôt la société romantique, ne sert qu'à reproduire et à générer des familles. C'est quand même ça l'objectif derrière, de nous matrixer tous avec l'amour et de nous matrixer tous avec tous ces trucs-là. Au final, l'objectif, c'est de structurer la société en famille. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que tout se connecte. Normalement, là, si vous suivez la chaîne depuis 2-3 semaines, ça fait partie du coup de ma ligne éditoriale. En tout cas, en ce moment, c'est les trucs dont je parle. Bon, est-ce que vous avez des questions? C'est plus des vecteurs d'éducation dans la famille, non? Oui, c'est ça. En fait, c'est toute la société, mais la famille fait partie en fait de ces subdivisions de base. Je suis pas anti-famille, Antoine. Je suis pas en train non, en fait, c'est pas d'avoir un discours anti-famille. Hein. Non, par contre, faut pas. En fait, justement, moi, quand je dis que la droite détruit la famille, c'est que justement, c'est que quand tu utilises la famille comme étant ça, justement, à savoir une cellule de reproduction productive capitaliste, tu la dénatures et en fait, tu la détruis. Et donc, effectivement, si pour toi la famille, ça doit avoir un objectif capitalistique, genre de production. Bah oui, tu vas faire en sorte que les familles vont avoir des structures toxiques de merde à l'intérieur d'elles-mêmes et elles vont être niquées, tu vois. Alors que justement, si tu sors de l'idée que avoir une famille, c'est forcément du coup derrière pouvoir reproduire la force de travail, bah, tu peux avoir des familles beaucoup plus saines. Tu peux avoir des familles qui en fait se regroupent pour des raisons qui sont beaucoup moins connes, tu vois. Et je trouve que ça a fait sens. C'est ce que vous définissez comme la famille, c'est le modèle familial instauré et utilisé comme un outil de contrôle, pas genre les liens familiaux qui vont sortir de ce cadre. Moi, alors, après, en tant que matérialiste, j'ai quand même tendance à penser que du coup les liens il n'existe pas de famille en dehors de la famille qui existe sous le capitalisme, parce que en fait tout est structuré par ça. Ça veut pas dire que tout est dans ça veut pas dire que tout est dans une logique d'aliénation. En fait, il y a plein de choses qui jouent, il y a des affects réels qui jouent dans la famille, mais le cadre dans lequel ça s'articule, tu peux pas tellement dissocier les deux en mettant la famille dans un espace qui est genre le monde des idées. En fait, tu peux pas définir ce qu'est la famille sans parler de comment de la réalité matérielle de la famille à une époque précise. Moi, c'est pour ça que je dis que la réalité matérielle aussi d'une famille, c'est que moi je connais des familles recomposées, tu vois, qui sont en fait justement qui sortent en fait déjà de ce modèle familial, etc. Et surtout, je pense en fait aux familles de LGBT qui sont aussi qu'on peut considérer comme étant des familles à part entière, parce que genre ils ont dû se mettre entre eux et au final ils habitent ensemble, ils vivent ensemble. C'est pas vraiment qu'elles en sortent, c'est qu'elles se composent avec en fait. Oui, c'est ça. Elles vivent avec. Mais c'est vrai qu'après si on regarde l'existence aujourd'hui matérielle de ce qu'est la famille en France, c'est tout ce dont on a parlé juste avant, c'est ce à quoi ça sert et comment ça s'articule quoi. Par contre c'est vrai qu'on arrive tout doucement je pense vers la fin du stream. Ouais, dommage. Du coup, le meilleur moyen de sortir de d'aller au-delà de la discussion théorique et tout, c'est de venir militer avec nous. Ah bah oui, mais moi c'est pas contre mon stream, moi je passe ma vie à dire allez à l'OST militer dans... Parce que là, ce qu'on fait, c'est ce qu'on peut faire avec le format que tu as, et c'est ce qu'on peut faire médiatiquement, et c'est un moment où les gens ils sont posés, ils peuvent réfléchir. Le vrai changement matériellement, quand on est matérialiste, le vrai changement, il va venir vraiment du rapport de force et de ce qu'on va faire dans le concret. Et là-dessus, le rôle d'en parler, de médiatiser, de se donner de la visibilité, c'est un outil dans cette chaîne-là. C'est ça. Que, à la fin du truc, quand même, la fin du militantisme, c'est pas le militantisme sur internet en tant que tel, c'est le militantisme de manière générale. C'est ça. Du coup, c'est le rapport de force que ça instaure. Donc pour ça, en conclusion, grosso modo, ce qu'il nous faut, c'est des thunes, des bras, des gens qui ont du temps à consacrer, des gens également, parce que ça on n'en parle pas assez, et c'est un truc aussi qu'on essaie de faire contre le burn-out militant et contre aussi la maltraitance militante, c'est que assurez-vous d'aller bien vous-même avant d'aider les autres. Un minimum. C'est pas du validisme. C'est vraiment pas du validisme. Oui, quand je dis aller bien, assurez-vous d'être en mesure de gérer le temps que vous pouvez donner et de savoir ce que vous pouvez donner, ce que vous ne pouvez pas donner,
avant d'essayer de le donner ou avant de chercher dans le militantisme quelque chose qui va venir combler un vide ou un truc. Là, c'est de la psychologie de comptoir. Oui, non, mais c'est n'importe important. quoi. Non, mais c'est important, je suis désolé. Ouais, militer dans le milieu trans, ne pas se griller et justement, en fait, compter sur le collectif et compter sur l'organisation aussi pour prendre soin les unes des autres et se dire, bah, en fait, voilà, quand t'as une camarade qui bosse trop, qui est submergée de tâches et tout, lui dire, bah là, freine un peu. Ouais, c'est ça. Freine un peu et en fait, si ce truc ne se fait pas, bah c'est pas grave, c'est pas ta responsabilité. On n'est pas là pour recréer de l'aliénation au sein de notre propre truc militant, quoi. Enfin, c'est ça. Enfin, je veux dire. Oui, c'est la gestion des ressources militantes. En fait, si on se grille, au-delà d'un côté, genre, bah, ne vous blessez pas parce qu'on est des êtres humains, on n'a pas envie c'est ça. Il y a aussi un vrai truc d'efficacité militante. En fait, si vous pouvez pas, ne promettez pas que vous pouvez faire. Parce que en fait, ça va niquer les trucs dans la chaîne. C'est toujours un. T'as toujours tes limites à toi, quoi. C'est pas parce que ça te fait te sentir bien de faire quelque chose que systématiquement le faire, c'est forcément une bonne chose. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on rend des trucs de psycho de comptoir un petit peu, mais genre au bout d'un moment, c'est pas parce que tu kiffes faire quelque chose que faire que ça devient le truc sain à faire et bon pour toi. Tu vois. Et puis alors, il y a un truc aussi important, ça on le dit dans les formations de base à l'OST, c'est que vraiment que ce soit de l'autosupport ou de la lutte, ce qu'on on le fait pour les besoins de la commu trans collectivement. On le fait pas pour nos envies, selon nos envies. C'est pour ça que tout notre auto-support, tout ce qu'on va faire, les permanences et tout, on est hyper preneuse à chaque fois de retour en fait critique sur comment ça s'est passé, sur qu'est-ce qu'on peut améliorer pour en fait adapter à chaque fois le format et toujours être au diapason de la communauté trans, mais au sens de la communauté trans dans son ensemble, des usagers, quoi, de la communauté trans qui est pas militante parce que oui désolé même des trans qui partagent pas nos idées politiques des trans qui partagent pas nos idées politiques on les aide en fait c'est inconditionnel ça c'est le statut d'usager ça c'est un truc qu'on a peut-être pas assez développé parce que on est beaucoup sur l'aspect politique mais en fait ça c'est en interne n'importe qui peut venir c'est pas parce que vous êtes pas dans la lutte politique que vous pouvez pas venir profiter de l'autosupport de l'OST mais en fait c'est exactement comme ça fait un parallèle c'est comme les syndicats en fait les syndicats vous avez une galère avec votre bulletin de paye ou votre patron qui est un peu dans l'abus, vous n'êtes pas sûr d'un truc, vous avez des questions sur votre droit au travail et tout, vous pouvez demander à un syndicat, à la CGT, à votre union locale, CGT ou Sud ou que sais-je, de vous aider là-dessus. Et en fait, normalement, un syndicat va pas vous demander d'abord d'adhérer et de militer pour vous aider. En fait, il y a un truc de ce qu'on appelle la double besogne. Voilà, mais ça nous aura juste pris une demi-heure, quoi. Bah, c'est bien. C'était bien, moi j'ai bien aimé. Je nous mets une dernière petite musique, la team, avant de partir. Non. Et puis, non. Puis on va se coucher, quoi. Est-ce que c'est la musique à laquelle Qu'est-ce que je pourrais mettre comme musique Qu'est-ce que je pourrais mettre comme musique Et demain, l'international sera le genre humain. Je préfère ta liste de discussion. Je préfère ta liste de discussion. Watching clouds, I'll be pulling in the soul.